Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture. Une serveuse amène sa fille à un mariage, et celle-ci court serrer le marié millionnaire dans ses bras en l'appelant papa. Alors que nous entrons dans cette belle. La ligne d'horizon de Manhattan scintillait sur le ciel de minuit, chaque lumière étant un témoin silencieux des ambitions infinies de la ville. La pluie tombait à verse, transformant la 5e avenue en une rivière de néons réfléchis. À travers ce déluge, une Ferrari Roma, élégante et prédatrice, se faufilait dangereusement entre les taxis, son moteur grondant de protestation. Au volant, Victor Langston agrippait le cuir, les jointures blanchies, sa vision se brouillant sur les côtés. La réunion du conseil d'administration avait tourné au bain de sang, les investisseurs remettant en question sa stratégie d'acquisition. 5 verres de Macallan plus tard, il était sorti en trombe, ignorant son chauffeur au profit du faux sentiment de contrôle que lui offrait la Ferrari. Parasites inutiles, marmonna-t-il en accélérant à un feu orange. L'indicateur de vitesse dépassa les 100 km/h dans une zone limitée à 50. 12 rues plus loin, Amara Nia se tenait sous l'auvent de la bibliothèque de son université, serrant son diplôme d'économie contre sa poitrine pour le protéger de la pluie. 8 années de pauvreté écrasante, à jongler entre 3 emplois tout en maintenant une moyenne parfaite, tout cela aboutissant à ce moment de liberté durement gagné. Plus de prêts étudiants pesant sur sa tête comme une guillotine, plus besoin de s'excuser d'exister dans des pièces remplies d'héritiers. Taxi, cria-t-elle, une main levée vers la rue. Le taxi jaune vira dans sa direction, puis s'arrêta brusquement alors qu'un flot rouge traversait l'intersection. Le temps ralentit tandis qu'Amara regardait la Ferrari faire de l'aquaplanage, tournoyant une fois avant de percuter le terre-plein central en béton. Le côté passager se froissa comme du papier, l'impact projetant des gerbes de verre brisées sur la chaussée glissante. De la fumée commença à s'échapper dessous le capot. Sans hésiter, Amara laissa tomber son diplôme dans une flaque d'eau et courut. La pluie trempa sa robe de remise de diplôme en quelques secondes alors qu'elle atteignait le véhicule accidenté. À travers le pare-brise en toile d'araignée, elle pouvait voir le conducteur affalé sur le volant, du sang coulant d'une entaille sur son front. « Monsieur, vous m'entendez » Elle tira sur la poignée de la portière. Celle-ci céda avec un gémissement métallique. L'homme à l'intérieur était impeccablement vêtu d'un costume Tom Ford anthracite, maintenant taché de sang et de whisky. Ses yeux s'entr'ouvrirent, d'un vert perçant, désorienté mais toujours autoritaire, même dans la faiblesse. « Il faut vous sortir de là » insista Amara, l'odeur d'essence se faisant plus forte. « Pouvez-vous bouger ?» Le regard de Victor se fixa sur son visage, un visage d'inconnu auréolé par les lampadaires, la pluie formant des ruisseaux sur une peau brune qui semblait briller de l'intérieur. Un instant, il crut halluciner ou être déjà mort. « Ma jambe » réussit-il à dire, sa voix rauque de douleur et d'alcool. Amara se pencha vers lui, détachant sa ceinture de sécurité. Le mouvement la rapprocha suffisamment pour qu'elle sente son souffle contre son cou, une odeur de scotch cher et le goût métallique du sang. Alors qu'elle l'aidait à se déplacer vers la portière, la Ferrari gémit de manière inquiétante. « Nous n'avons pas beaucoup de temps » l'avertit-elle en passant son bras autour de ses épaules. Ensemble, ils s'éloignèrent en titubant de l'épave, faisant à peine 10 pas avant que la voiture n'explose en flammes derrière eux. La chaleur leur brûla le dos alors qu'ils s'effondraient sur le trottoir mouillé, le poids de Victor entraînant Amara sous lui. Pendant 3 battements de cœur, ils restèrent figés, son corps amortissant sa chute, ses bras instinctivement enroulés autour d'elle, leurs yeux se fixant dans une reconnaissance silencieuse de ce qui venait de se passer, une vie, échangée contre une vie. « Vous m'avez sauvé » dit-il, l'air plus déconcerté que reconnaissant. « Ne me faites pas le regretter » répondit Amara, l'aidant à s'asseoir alors que les sirènes retentissaient au loin. L'ambulancier voulait emmener Victor à l'hôpital Mount Sinai, mais il refusa avec l'autorité d'un homme habitué à plier le monde à sa volonté. « Mon médecin personnel m'attend à ma résidence » mentit-il doucement, glissant plusieurs billets de $100 dans la paume de l'ambulancier en chef. « Monsieur, vous avez probablement une commotion cérébrale » commença le jeune secouriste. « Ce que j'ai, c'est une réunion du conseil d'administration à 9 h du matin, rétorqua Victor, sa voix ne laissant aucune place à la discussion malgré le sang qui collait encore à ses cheveux. Amara, après avoir fait sa déposition à la police, s'apprêtait à partir quand la main de Victor se referma sur son poignet. « Vous venez avec moi. »« Pardon ? Je vous dois la vie, au moins. Laissez-moi vous offrir un endroit sec pour attendre la fin de l'orage. »
Il désigna sa robe de remise de diplôme en ruine, maintenant transparente sous les gyrophares. Quelque chose dans son ton pas tout à fait un ordre, pas tout à fait une supplication fit hésiter Amara. Son appartement était à 20 rues et 2 changements de métro, son seul bien de valeur gisait maintenant en ruine dans une flaque d'eau. D'accord, mais juste le temps que la pluie s'arrête. Le penthouse de Victor occupait les 3 derniers étages d'une tour de verre qui semblait percer les nuages. Des baies vitrées révélaient un Manhattan transformé en une peinture impressionniste par la pluie. Tandis qu'une gouvernante préparait un bain pour Victor et ses médicaments, il offrit à Amara des vêtements secs dans la suite d'invités. « Vous devriez vous reposer », suggéra-t-elle, remarquant qu'il grimaçait à chaque mouvement. « Je ne me repose jamais », répondit-il simplement, versant 2 verres de cognac. « Dites-moi qui vous êtes. » Leur conversation s'écoula avec une facilité surprenante, son diplôme d'économie fraîchement obtenu, son empire bâti à partir d'un seul hôtel en faillite hérité de son grand-père. Ils parlèrent de théorie de marché et d'expansion mondiale, trouvant un terrain d'entente inattendu malgré l'abîme de privilèges qui les séparait. Alors que la tempête s'intensifiait, le tonnerre fit vibrer les fenêtres. Victor se rapprocha, soi-disant pour remplir son verre. Ses doigts effleurèrent les siens, un contact délibéré qui envoya une décharge électrique le long de son bras. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », admit-il, sa voix maintenant plus basse. « Et à quoi vous attendiez-vous, monsieur Langston ?» À quelqu'un qui aurait déjà demandé une récompense. L'expression d'Amara se durcit. « Je ne sauve pas des vies pour le profit. » Un éclair illumina ses traits, la mâchoire acérée, l'intensité de son regard qui semblait faire tomber ses défenses. « Alors pourquoi l'avez-vous fait ? » « Parce que vous aviez besoin d'être sauvé. » Sa réponse était simple, directe. L'air entre eux se chargea de quelque chose de dangereux et d'inévitable. Quand sa main se posa sur sa joue, elle sut qu'elle devrait se retirer. Cet homme représentait tout ce contre quoi elle s'était battue pendant 8 ans, le privilège sans responsabilité, la richesse sans conscience. Pourtant, lorsque ses lèvres trouvèrent les siennes, goûtant le cognac et la pointe métallique du sang, Amara se surprit à répondre avec une faim qui les déconcerta tous les deux. Leur union ne fut ni douce ni hésitante. C'était une reconnaissance, une collision aussi puissante que celle qui les avait réunis quelques heures plus tôt. Des heures plus tard, alors que Victor succombait enfin à l'épuisement à ses côtés, Amara regarda la première lueur grise de l'aube filtrer à travers les fenêtres. Elle traça les ecchymoses qui se formaient le long de ses côtes, preuve de l'accident qui avait enchevêtré leur vie. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle sentit quelque chose se fissurer en elle, une possibilité, un danger, ou peut-être les deux. Au moment où Victor se réveilla, elle avait disparu, ne laissant derrière elle que la faible odeur de sa peau sur ses draps, dans un vide qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Ce qu'aucun d'eux ne savait, alors que le soleil se levait sur Manhattan, c'est que leur collision avait créé quelque chose qui les lierait de manière irrévocable. Une nouvelle vie, déjà en train de se former, destinée à les ramener dans l'orbite l'un de l'autre au moment où ils s'y attendraient le moins. Chapitre 2. La recherche pendant des jours, Victor erra dans son empire comme dans un rêve, l'odeur fantôme de la peau d'Amara le suivant dans les réunions du conseil d'administration et les appels aux investisseurs. Il se surprenait à chercher son visage dans chaque hall, chaque restaurant, chaque coin de rue bondé. Sans nom de famille ni coordonnées, il n'avait que des souvenirs fragmentés pour le soutenir. La courbe de son sourire, le défi dans ses yeux, la façon dont son corps avait bougé sous le sien. « Monsieur, les documents d'acquisition de Macao ont besoin de votre signature », lui rappela son assistante, l'inquiétude évidente dans sa voix. Victor hocha la tête distraitement, son attention captée par une femme de taille et de couleur de peau similaire traversant l'atrium de l'hôtel. Quand elle se retourna, révélant un visage d'inconnu, la déception le transperça avec une intensité surprenante. Monsieur Langston, son chef de la sécurité, Bennett, se tenait à la porte. Nous avons examiné toutes les vidéos de surveillance de l'immeuble pour la nuit en question. Victor se redressa, soudain alerte. Et elle est entrée à 2h17 et est sortie à 5h43. Aucune pièce d'identité n'a été fournie. Vous aviez demandé au personnel de nuit de déroger aux protocoles normaux. Et les caméras extérieures? Les images de la circulation? Bennett se déplaça, mal à l'aise. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce niveau de ressources pour localiser une aventure d'un soirée. Elle m'a sauvé la vie, le coupa Victor, la voix dangereusement calme. Trouvez-la. Il déploya des enquêteurs privés, offrit des récompenses aux portiers et aux chauffeurs de taxi du quartier financier,
et passa au crible les récents diplômés en économie de toutes les universités de la région. La recherche devint une obsession qui surprit même ses plus proches collaborateurs. Victor Langston avait conquis des marchés et écrasé des concurrents sans sourciller, mais cette femme sans nom avait réussi à franchir des défenses qu'il ne savait même pas exister. De l'autre côté de la ville, dans un appartement exigu de Crown Heights, Amara fixait le bâtonnet en plastique dans sa main, deux lignes roses se moquant de ses plans soigneusement élaborés. Elle calcula les dates dans sa tête, sachant avec une certitude absolue que la nuit de la tempête, la nuit de feu et de pluie, et cette connexion inattendue avait tout changé. Sa colocataire, Nia, frappa doucement à la porte de la salle de bain. « Amara, ça fait 30 minutes que tu es là-dedans. Ça va ?» Amara ouvrit la porte sans un mot, tendant le test de grossesse. « Oh, ma chérie. » Nia la prit dans ses bras. « Le gars du soir de la remise des diplômes ? Celui dont tu ne voulais pas parler ?» Amara hocha la tête contre l'épaule de son ami. « Ce n'est pas. Ce n'est pas quelqu'un que je peux simplement appeler. » Plus tard dans la nuit, alors que Nia dormait, Amara ouvrit son ordinateur portable et tapa « Victor Langston » dans la barre de recherche. Des milliers de résultats apparurent sur son écran, des articles sur des acquisitions d'hôtels, des galas de charité, des rumeurs de relations avec des mannequins et des actrices, des images d'un homme qui naviguait dans un monde qu'elle n'avait étudié que dans les manuels scolaires, un homme dont les dons de charité dépassaient ce qu'elle pourrait gagner en une vie. Une photo le montrait coupant un ruban à l'ouverture d'un hôtel, son expression ne révélant rien de l'intensité dont elle avait été témoin dans son pantouse. Une autre le montrait escortant une blonde svelte à un gala, sa main possessive au creux de son dos. Amara ferma l'ordinateur portable, sa décision se cristallisant. Son enfant méritait mieux que d'être la honte secrète d'un playboy milliardaire, mieux qu'une complication à gérer avec des accords de non-divulgation et des fonds en fiducie. Si cette grossesse était sa réalité et elle avait déjà décidé qu'elle le serait, alors elle y ferait face à ses propres conditions. Le lendemain matin, elle se retira de son programme de master, sous-louant sa chambre au cousin de Nia. L'après-midi, elle avait acheté un billet de bus pour Chicago, où la plus vieille amie de sa mère possédait une petite boulangerie et avait un jour promis à Amara une place si elle avait besoin de repartir à zéro. Alors que le bus d'Amara quittait Port Authority, la Ferrari de Victor était livrée à son garage, méticuleusement restaurée, à un coût astronomique, un monument tordu à la nuit qui le hantait. Il passa ses doigts le long de la portière passager réparée, se souvenant comment elle avait gémi en s'ouvrant sous les mains déterminées d'Amara. « Elle est comme neuve, monsieur », dit fièrement le spécialiste de la restauration. Victor hocha la tête, sachant que si la voiture pouvait être réparée, quelque chose en lui restait irrémédiablement altéré. « Non, dit-il doucement, elle ne sera plus jamais la même. » Pendant ce temps, dans un cabinet médical de Chicago, Amara écoutait pour la première fois le battement rapide du cœur de son enfant, la main pressée contre son ventre encore plat. « Ce n'est plus que toi et moi maintenant, » murmura-t-elle à l'image granuleuse de l'échographie, « et je te promets que tu n'auras jamais à mendier l'attention ou l'amour de qui que ce soit. » À travers le pays, séparés mais connectés par les fils invisibles du destin et des conséquences, deux vies divergèrent, l'une à la recherche de ce qui était perdu, l'autre protégeant ce qui avait été trouvé. Chapitre 3. Nouveau départ. 7 ans s'évaporèrent comme la rosée du matin. Chicago avait été un refuge temporaire, Philadelphie trop froide, Atlanta trop réminiscente de son enfance. Amara se retrouva finalement attirée de nouveau par New York, l'attraction magnétique de la ville étant impossible à résister, malgré le risque de collision avec un passé qu'elle avait soigneusement évité. Lilania, bien qu'officiellement enregistrée sous le nom de Lilania, avait les yeux de son père, d'un vert saisissant sur une peau brune, et sa détermination obstinée. À 6 ans, elle remettait tout en question, construisait des structures complexes en Lego alors que d'autres enfants maîtrisaient encore les formes, et possédait une gravité qui faisait parfois oublier à Amara qu'elle parlait à une enfant. « Maman, pourquoi travailles-tu au restaurant alors que tu as tous ces diplômes ?» demanda Lila un soir, alors qu'Amara trempait ses pieds après un double service à l'Éclat, le restaurant français exclusif où elle travaillait depuis 18 mois. « Parce qu'à l'Éclat, je peux travailler la nuit pendant que tu dors et être avec toi pendant la journée, » expliqua Amara en brossant les boucles serrées de sa fille. Les emplois de bureau veulent tout ton temps, pas seulement une partie. La vérité était plus compliquée. Avec son master inachevé et des années sabbatiques inexpliquées, la trajectoire de carrière autrefois prometteuse d'Amara était au point mort. Être serveuse à l'Éclat, où un seul service du soir pouvait générer plus de pourboire qu'une semaine dans des établissements moins prestigieux, lui permettait de payer leur modeste appartement d'une chambre et les frais de scolarité de l'école privée de Lila.
Mademoiselle Lynn dit que je suis prête pour le programme pour surdoués, annonça Lila en rangeant soigneusement ses devoirs dans un dossier à code couleur. Mais ça coûte plus cher. Le sourire d'Amara ne faiblit pas, alors nous trouverons l'argent. Le rituel matinal commençait à 5h30, des heures avant que les voisins d'Amara ne s'éveillent. Elle préparait le déjeuner de Lila, sandwich coupé en triangles précis, bâtonnet de carottes disposé en étoiles, une note avec une énigme mathématique quotidienne cachée sous la serviette. Pendant que le café infusait, elle révisait les fiches pour le prochain test d'orthographe de Lila. Extraordinaire, prononça Amara. Extraordinaire, épla Lila sans hésitation, ses petits doigts traçant chaque lettre dans l'air. C'est ce que tu es, dit Amara en déposant un baiser sur le front de sa fille. Leur appartement occupait le 3e étage d'un immeuble sans ascenseur à Astoria, assez loin du quartier financier de Manhattan pour minimiser les rencontres accidentelles, assez proche pour le trajet d'Amara jusqu'à l'éclat. Une chambre avec 2 lits, une cuisine à peine assez grande pour leur table pliante, des murs décorés des œuvres d'art de Lila et de cartes marquant les endroits qu'elle visiterait un jour. Après l'école, Lila participait au programme du centre communautaire, où Amara faisait du bénévolat le week-end, enseignant la littératie financière en échange des soins pour Lila. La directrice du centre, Madame Carter, était devenue leur famille de substitution. Votre enfant a corrigé ma feuille de calcul budgétaire hier, dit Madame Carter à Amara lors de la dépose. Elle a trouvé une erreur dans ma formule que 3 adultes avaient manquée. Elle a votre cerveau et la confiance de son père, répondit Amara, la rare reconnaissance de Victor lui échappant sans qu'elle l'ait prévu. As-tu déjà pensé à le contacter, demanda Madame Carter, pas pour la première fois. Amara regarda Lila rejoindre les autres enfants, sa posture se distinguant par une assurance naturelle qu'aucun d'eux ne partageait. Parfois. Quand elle pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre, quand elle montre des talents que je ne possède pas, comme quoi. Elle a conçu un gratte-ciel la semaine dernière. 90 étages avec un noyau structurel qui avait un sens sur le plan de l'ingénierie. J'ai dû chercher les principes pour comprendre ce qu'elle avait créé instinctivement. Ce qu'Amara ne partagea pas, c'est comment elle avait plus tard trouvé Lila en train d'étudier la Langstone Tower dans un magazine d'architecture, son petit doigt traçant le profil distinctif du bâtiment avec une reconnaissance curieuse. Le service du soir à l'éclat transformait Amara de mère en artiste. Elle mémorisait les millésimes de vin et les spécialités du chef, se déplaçait entre les tables avec une grâce étudiée, calibrait son comportement aux attentes de chaque client. Madame Nia, la table 7 vous a demandé spécifiquement, l'informa le maître d'hôtel à son arrivée. Les Bergman ont apprécié votre connaissance du Bordeaux le mois dernier. Amara navigua la soirée avec une précision professionnelle, son éducation en économie évidente dans la façon dont elle guidait les convives vers des articles à plus forte marge tout en leur donnant l'impression d'être intelligents pour avoir découvert des trésors cachés sur le menu. À 23h, ses pieds lui faisaient mal sous des talons raisonnables mais élégants, les pourboires soigneusement comptés et partagés avec le personnel de soutien. En rentrant chez elle, elle trouva Madame Kim de l'appartement voisin assise avec Lila. Elle a fait un cauchemar, murmura Madame Kim alors qu'Amara la payait. Quelque chose à propos d'eau et d'une voiture rouge. Elle n'a pas voulu expliquer, elle a juste demandé son dauphin et cette photo qu'elle garde. Amara la remercia, l'estomac noué. À côté de la forme endormie de Lila se trouvait la coupure de journal froissée, Victor à un gala de charité, son profil capturé en noir et blanc élégant. Amara n'avait jamais montré la photo à Lila, jamais mentionné Victor par son nom, et pourtant sa fille avait trouvé la coupure dans la boîte à souvenirs d'Amara et se l'était appropriée. J'aime juste son visage, avait expliqué Lila lorsqu'on l'avait interrogé. Il a l'air de quelqu'un d'important. De l'autre côté de Manhattan, dans une tour d'acier et de verre portant son nom, Victor Langston examinait les projections trimestrielles avec l'efficacité détachée qui était devenue sa marque de fabrique. À 42 ans, il avait étendu Langston Hospitality à 37 pays, triplé sa valeur nette et acquis une réputation de cruauté dans les affaires qui contredisait ses généreux efforts philanthropiques. Le conseil est particulièrement impressionné par les chiffres de Dubaï, nota son directeur financier. L'expansion dépasse même nos projections les plus optimistes. Victor hocha la tête, son attention se portant déjà sur la prochaine cible d'acquisition. Le succès était devenu algorithmique, une série de risques calculés et de manœuvres stratégiques, chaque victoire plus creuse que la précédente. Monsieur, interrompit son assistante, le bureau de Mademoiselle Dubois a appelé. Elle aimerait confirmer le dîner au Bernardin ce soir. Claire Dubois représentait la 4e génération à la tête des hôtels Dubois, le plus ancien rival de Langston Hospitality.
Leur fiançailles, célébrée dans les publications économiques comme la fusion potentielle de dynasties hôtelières, avait progressé avec la même précision méthodique que les affaires de Victor. Après 8 mois, il n'avait toujours pas ressenti l'attraction désorientante qu'il avait éprouvée en une seule nuit, 7 ans plus tôt, avec une femme dont il ne connaissait toujours pas le nom complet. Confirmé, ordonna-t-il en se retournant vers les projections. Leur dîner avait toute la chaleur d'une discussion de fusion d'entreprise. Claire, élégante en Chanel, discutait de positionnement sur le marché et d'alignement de marque tandis que Victor apportait des réponses appropriées en pilote automatique. Le conseil s'attend à une annonce bientôt, nota Claire entre deux bouchées parfaites de bar. Père a particulièrement mentionné que les investisseurs de Dubaï seraient rassurés par notre union. Victor hocha la tête, calculant mentalement les implications boursières. Le timing est stratégiquement logique. Comme c'est romantique, remarqua Claire avec une ironie étudiée. Dois-je m'attendre à de la poésie avec la demande en mariage? Son commentaire déclencha un souvenir inattendu, Amara citant une théorie économique alors qu'il partageait un cognac pendant la tempête, sa passion pour l'éthique du marché plus authentique que tout sentiment qu'il avait rencontré depuis. Victor? La voix de Claire le ramena à la réalité. Vous aviez l'air ailleurs. Je pensais à l'acquisition de Macao, mentit-il doucement. Plus tard, seul dans son bureau de Penthouse, Victor lança l'algorithme de recherche qui tournait en continu depuis 7 ans. Des paramètres de reconnaissance faciale, balayant les images de surveillance de New York à la recherche d'une combinaison spécifique de traits. Le programme avait généré des milliers de faux positifs, chacun méthodiquement éliminé par son équipe de sécurité. Bennett, son chef de la sécurité, livra le rapport hebdomadaire avec une efficacité caractéristique. Aucune correspondance significative, monsieur. Victor le congédia d'un signe de tête, son attention captée par les derniers rendus architecturaux pour la rénovation du Grand Horizon. La conception de la piscine sur le toit comportait des planchers transparents, révélant l'atrium 56 étages plus bas, une prouesse d'ingénierie qui avait monopolisé son attention pendant des mois. Il prit des notes sur les modifications structurelles, se perdant dans la création d'un autre espace parfait qu'il habiterait rarement. Son téléphone sonna avec une alerte de calendrier. Inauguration de l'aile de l'hôpital pour enfants, 9 h. Le centre de traumatologie pédiatrique représentait son plus grand don personnel à ce jour, bien que le communiqué de presse ait délibérément sous-estimé sa contribution. Victor se dirigea vers la fenêtre, la même où lui et Amara s'étaient tenus à regarder la tempête 7 ans plus tôt. En bas, Manhattan scintillait de possibilités, des millions de vies se croisant selon des schémas aléatoires. Quelque part parmi ces lumières, bien qu'il ne pût le savoir, une petite fille avec ses yeux dormait à côté d'une photo délavée, reliée par des fils invisibles à un père qu'elle n'avait jamais rencontré mais qu'elle reconnaissait d'une manière ou d'une autre. Le matin les trouva tous deux éveillés avant l'aube, Amara préparant le petit déjeuner préféré de Lila tout en la questionnant sur les tables de multiplication, Victor examinant les documents d'acquisition pendant que son entraîneur personnel comptait ses répétitions. Deux vies opérant sur des orbites séparées, ignorant que les lois de la gravité les attiraient déjà inexorablement vers une collision. Chapitre 4. La surprise d'anniversaire, mais pourquoi je ne peux pas avoir de château gonflable, maman? La question de Lila résonnait dans leur appartement, ses yeux verts plissés dans la stratégie de négociation tactique qu'elle avait récemment perfectionnée. Amara plia une autre brassée de linge, cachant son sourire. Parce que nous vivons dans un appartement sans jardin, ma chérie. Mais, ajouta-t-elle en voyant l'expression de sa fille s'assombrir, j'ai prévu quelque chose d'encore mieux pour ton anniversaire. Lila se redressa immédiatement. Mieux qu'un château gonflable? Bien mieux. Amara sortit une brochure brillante de sous le coussin du canapé où elle l'avait cachée pour ce moment précis. Que dirais-tu de passer ton week-end d'anniversaire à l'hôtel Grand Horizon? Les yeux de Lila s'écarquillèrent alors qu'elle attrapait la brochure, ses doigts traçant l'image de la célèbre piscine à fond de verre de l'hôtel. La piscine des poissons? Celle où on peut nager et voir toute la ville? Exactement. Amara économisait depuis des mois, prenant des services supplémentaires et vendant sa collection de sacs à main vintage en dépôt-vente pour se payer la suite junior pour 2 nuits. Le Grand Horizon était l'établissement phare de Langston Hospitality, un risque qu'Amara avait calculé avec soin. L'immense hôtel accueillait des milliers de clients chaque semaine. La probabilité statistique de rencontrer Victor lui-même était négligeable. Je pourrais mettre ma queue de sirène dans la piscine, demanda Lila, dansant déjà dans le salon avec la brochure serrée contre sa poitrine. Absolument. Et nous prendrons le petit déjeuner au lit et nous verrons la comédie musicale de la princesse dans le théâtre de l'hôtel.
Amara attrapa sa fille qui tournoyait, la serrant fort dans ses bras. Joyeux quasi-anniversaire, mon petit poisson. Ce soir-là, après que Lila se soit enfin endormie au milieu de plans d'anniversaire élaborés, Amara passa en revue ses précautions une dernière fois. Elle avait réservé sous le nom de jeune fille de sa mère, demandé un étage élevé loin des suites Pentouses, et étudié le calendrier des événements de l'hôtel pour éviter toute fonction susceptible d'attirer la présence de la direction. L'immensité et la politique de confidentialité réputée du Grand Horizon fourniraient un camouflage adéquat pour leur aventure du week-end. De l'autre côté de la ville, au siège social de Langston Hospitality, Victor examinait les derniers préparatifs d'une célébration très différente. Dans 3 jours, il annoncerait ses fiançailles avec Claire Dubois lors d'un gala exclusif dans la salle de bal du Grand Horizon. L'annonce de la fusion suivra les fiançailles d'environ un mois, expliqua son directeur des relations publiques. Les analystes de marché prévoient une hausse de 15% du cours de l'action immédiatement après. Victor hocha la tête, étudiant le plan de table avec un intérêt détaché. Les fiançailles étaient stratégiques, bénéfiques pour les 2 entreprises et leurs actionnaires. Claire comprenait cet arrangement aussi bien que lui. La passion était hors de propos, la compatibilité suffisante, l'ambition mutuelle étant le principal agent de liaison. Les protocoles de sécurité, sans qu'il en approuvant les derniers arrangements. Protection exécutive standard, plus des mesures supplémentaires pour la famille Dubois et la princesse de Monaco, qui a confirmé ce matin. Bien. J'arriverai 1 heure plus tôt pour gérer personnellement tout problème. Ce que ni Victor ni Amara ne pouvaient anticiper, c'est comment leur plan soigneusement établi entrerait en collision exactement au mauvais endroit et au moment précis. Vendredi après-midi, Amara et Lila s'enregistrèrent au Grand Horizon, la petite fille vibrant d'excitation en serrant son sac de nuit en forme de dauphin. Le hall s'élevait à 25 mètres, une cathédrale de luxe avec des sols en marbre qui reflétaient des lustres en cristal et des murs végétaux d'un feuillage émeraude. Votre suite est au 31e étage, Mademoiselle Thompson, sourit la réceptionniste, utilisant le faux nom sous lequel Amara s'était enregistrée. Notre ambassadrice d'accueil pour enfants vous escortera, vous et Lila, avec son forfait d'anniversaire spécial. Une jeune employée apparut avec un petit diadème en argent pour Lila et un passeport de l'hôtel pour collecter des tampons auprès des diverses commodités. Alors qu'elle traversait le vaste hall en direction des ascenseurs, les épaules d'Amara se détendirent progressivement. Elles avaient réussi à infiltrer le domaine de Victor sans être détectées. Pendant ce temps, dans les bureaux de la direction au-dessus de l'hôtel, Victor passait en revue les protocoles de sécurité avec Bennett, son chef de la sécurité. La salle de bal est sécurisée et nous avons réservé tout le 56e étage pour les invités VIP, confirma Bennett. L'équipe de Mademoiselle Dubois a demandé l'accès à la piscine du toit pour des photos privées avant l'annonce. Accordé, mais fermez-la aux autres clients pendant ce temps. Victor ajusta sa cravate, se préparant pour la dernière inspection. Finissons en. Monsieur, hésita Bennett. Il y a autre chose. L'algorithme de recherche que vous faites tourner depuis 7 ans a signalé une correspondance potentielle hier. Victor se figea, son calme soigneusement entretenu se fissurant. Montrez-moi. Bennett lui tendit une tablette affichant une image de surveillance granuleuse d'une station de métro de Brooklyn. Une femme aux traits familiers se dépêchait de franchir le tourniquet, un petit enfant à ses côtés. La qualité de l'image était médiocre, l'angle défavorable, mais quelque chose dans la grâce fluide de la femme déclencha une réponse viscérale. La reconnaissance faciale n'est sûre qu'à 62%, prévint Bennett. Nous essayons de suivre ses mouvements, mais... Élargissez les paramètres de recherche. Je veux que toutes les caméras de la ville soient vérifiées. La voix de Victor avait acquis une urgence absente des salles de conseil et des négociations de fusion. Et je veux son nom. Alors que Victor lançait une nouvelle chasse à la femme qui le hantait depuis 7 ans, Amara et Lila exploraient les merveilles du Grand Horizon. Elles visitèrent la bibliothèque pour enfants sur le thème de la forêt enchantée, collectèrent des tampons à la pâtisserie et au mini-golf, et se dirigèrent enfin vers le joyau de la couronne, la piscine sur le toit. Regarde, maman. Lila pressa son visage contre la paroi de verre surplombant Manhattan. Le monde entier est minuscule. Amara rit, ajustant le bonnet de bain de sa fille. Prête à essayer la fameuse piscine des poissons? Elles se changèrent dans le luxueux vestiaire, Lila enfilant fièrement la queue de sirène scintillante qu'elle avait reçue pour Hanouka. Alors qu'elles approchaient du bord de la piscine, un membre du personnel les intercepta. Je suis désolé, mais la piscine ferme pour un événement privé dans 15 minutes. Amara vérifia sa montre, déçue.
Pourrions-nous juste nager un peu? C'est la surprise d'anniversaire de ma fille. L'employé hésita, remarquant l'expression déçue de Lila. 15 minutes seulement, et ensuite vous devrez sortir par l'escalier. Lila ne perdit pas une seconde, glissant dans l'eau cristalline avec un cri de joie. Amara la suivit plus prudemment, le souffle coupé en regardant à travers le fond transparent l'atrium de l'hôtel, 56 étages plus bas. On vole, maman, cria Lila, pagayant dans sa queue de sirène. Pendant 13 précieuses minutes, elles habitèrent une bulle de joie parfaite mère et fille, suspendues entre ciel et terre, à l'abri des complications passées et des incertitudes futures. Puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, déversant photographes, assistants et personnel de sécurité. Il est temps d'y aller, mon petit poisson, appela Amara, aidant Lila à se diriger vers le bord de la piscine le plus éloigné des nouveaux arrivants. Mais Lila, fascinée par l'agitation, hésita. Qui sont ces gens? Ils sont célèbres? Probablement, ma chérie. Cet hôtel accueille beaucoup de célébrités. Amara enroula une serviette autour de sa fille, la dirigeant vers les vestiaires. Allons nous habiller pour le dîner. Elles étaient presque sorties quand le deuxième ascenseur arriva. Le sang d'Amara se glaça alors que Victor Langston en sortait, impeccable dans un costume anthracite, flanqué de gardes du corps et d'une blonde sculpturale dont le bracelet en diamant captait le soleil couchant. « Attends ici », murmura Amara à Lila, se positionnant entre sa fille et les nouveaux arrivants. « Je dois vérifier quelque chose. » Mais le destin, ayant orchestré cette collision à travers 7 ans et d'innombrables décisions, ne se verrait pas refuser son moment. Alors qu'Amara se dirigeait vers la sortie, Lila aperçut la petite photo qui était tombée du sac de piscine de sa mère, une coupure de journal froissé qu'Amara avait gardée depuis Chicago, montrant Victor à un gala de charité. « Maman, tu as fait tomber la photo de papa. » Les mots, prononcés d'une voix d'enfant qui porte, tranchèrent le bruit ambiant comme un scalpel. Amara se précipita pour ramasser la photo, mais il était trop tard. Lila s'était déjà faufilée autour d'elle, ramassant la coupure et se tournant vers les nouveaux venus avec la reconnaissance instinctive que les enfants possèdent parfois. Ses yeux se croisèrent avec ceux de Victor de l'autre côté de la terrasse de la piscine, un verre identique rencontrant un verre identique dans un moment de reconnaissance génétique qui transcendait toute explication logique. Avant qu'Amara ne puisse l'intercepter, Lila courait, ses pieds mouillés claquant sur le marbre, droit vers l'homme qu'elle avait identifié d'une manière ou d'une autre à partir d'une seule photo en lambeaux. « Papa » cria-t-elle, les bras tendus, alors qu'elle heurtait les jambes de Victor, l'étreignant avec l'absolue certitude de l'appartenance. Le toit devint silencieux, le temps suspendu, tandis qu'Amara regardait l'expression de Victor passer de la confusion au choc, puis à une prise de conscience naissante. Son regard se leva de l'enfant agrippé à ses genoux pour trouver Amara, figée d'horreur de l'autre côté de la terrasse. « Amara » souffla-t-il, son nom étant à la fois une question et une réponse. À côté de lui, la coupe de champagne de Claire Dubois glissa de ses doigts, se brisant contre le marbre dans une explosion cristalline qui reflétait parfaitement la destruction de vies séparées soigneusement construites. Chapitre 5. La collision des mondes. La suite présidentielle du Grand Horizon devint le champ de bataille silencieux de 3 vies, soudainement enchevêtrées par le théâtre cruel du destin. Isolé de la presse et des clients de l'hôtel, avec l'équipe de sécurité de Bennett maintenant une confidentialité absolue, les suites de la révélation sur la terrasse de la piscine se déroulèrent avec l'intensité d'une supernova, destruction et création née simultanément d'une collision cosmique. Lila, inconsciente de la catastrophe adulte qui l'entourait, rebondissait sur l'énorme canapé de la suite, sa queue de sirène mouillée abandonnée pour des chaussons d'hôtel, tandis qu'elle explorait son nouvel environnement avec une excitation candide. Cet endroit a des télés dans les miroirs de la salle de bain. Et regarde, halta-t-elle en ouvrant le mini-bar, des mini-bouteilles de soda. Je peux en avoir une, maman? Amara hocha la tête automatiquement, son attention fixée sur Victor, qui se tenait à la fenêtre, le dos raide de tension, fixant Manhattan. L'horizon qu'il possédait par fragments s'étendait devant lui, un empire de béton qui semblait soudain vide face à l'héritage de chair et de sang dont il ignorait l'existence. « 7 ans, dit-il enfin, sans se retourner. Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres dans un étang calme, des ondes d'accusation se propageant. « Lila » La voix d'Amara était délibérément légère, « Pourquoi n'explores-tu pas la chambre? Je pense qu'il pourrait y avoir un kit de chasse au trésor dans le paquet de bienvenue. » L'enfant n'eut pas besoin de plus d'encouragement, sautillant vers la suite parentale avec une joie enfantine. Dès que la porte se referma derrière elle, Victor se retourna, et Amara faillit tressaillir devant la fureur contenue de son expression. « 7 ans, répéta-t-il,
chaque syllabe une distillation parfaite de la trahison. Allais-tu me le dire un jour, ou aurais-je vécu toute ma vie sans savoir que j'avais une fille? Amara releva le menton, opposant à sa colère la férocité protectrice d'une mère. J'ai pris la décision que je pensais être la meilleure à l'époque. La meilleure pour qui? Victor s'avança vers elle, chaque pas précis. Certainement pas pour moi, et certainement pas pour elle. Tu n'as pas à juger mes choix alors que tu n'avais aucune idée de ce à quoi je faisais face. Amara garda sa voix basse mais intense, consciente de la présence de Lila dans la pièce voisine. J'avais 25 ans, je débutais ma carrière. Tu étais Victor Langston, le magnate de l'hôtellerie, avec une mondaine différente à ton bras chaque mois. Que étais-je censé faire? Tu aurais pu me faire confiance et me dire la vérité. Je ne te connaissais pas, rétorqua Amara. Une nuit, aussi significative soit-elle, n'établit pas la confiance. Un raclement de gorge depuis l'embrasure de la porte. Bennett se tenait là avec un détachement professionnel parfait, bien que ses yeux trahissent une conscience de l'intensité qui l'avait interrompu. Monsieur, mademoiselle Dubois est dans le hall avec son père et leurs avocats. Ils exigent une conférence immédiate. La mention de Claire brisa l'atmosphère chargée entre eux. L'expression de Victor changea, le calcul d'entreprise remplaçant l'émotion brute. Dites-leur que je les rencontrerai dans 30 minutes dans la salle de conférence de la direction. Pas de presse. Alors que Bennett partait, Amara s'entoura de ses bras, la réalité de leur situation s'imposant à elle. Je suis désolé pour tes fiançailles. Vraiment? La question n'était pas accusatrice, simplement curieuse. Je n'ai jamais eu l'intention. Elle fit un geste vague. De tout ça. Nous étions censés être ici pour l'anniversaire de Lila, nager dans la piscine, voir la comédie musicale de la princesse, et partir. La probabilité statistique de te rencontrer était négligeable. Chapitre 6. La confrontation, la pluie s'abattait contre les fenêtres du townhouse de Victor dans l'Upper East Side tandis que le tonnerre grondait sur Manhattan, la tempête faisant écho à la tempête qui se déchaînait à l'intérieur. 7 ans, Amara. La voix de Victor trancha la pièce comme une lame. Tu m'as caché mon enfant pendant 7 ans. Lila dormait profondément dans la pièce adjacente, épuisée par les bouleversements émotionnels de la journée. Amara tint bon, les bras croisés en signe de défense. Je l'ai empêché de devenir une note de bas de page dans le récit de la construction de ton empire, rétorqua-t-elle. Que étais-je censé faire? J'avais 25 ans, des prêts étudiants et une carrière devant moi. Tu faisais la une des magazines chaque semaine avec une mondaine différente. Tu aurais dû me donner la chance de décider quel genre de père je voulais être. Celui qui assiste aux leçons de natation, aux pièces de théâtre de l'école, qui est là pour les cauchemars à 3 heures du matin. La voix d'Amara se brisa légèrement. Ton monde ne fait pas de place aux réalités désordonnées de l'enfance. La mâchoire de Victor se crispa. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision unilatéralement. J'avais tout à fait le droit de protéger mon enfant pour qu'elle ne devienne pas une acquisition d'entreprise ou un problème de relations publiques. Ils se tournèrent autour comme des prédateurs blessés, 7 ans de vie divergente créant un abîme infranchissable entre eux. Victor se dirigea vers la fenêtre, regardant un éclair illuminer la ville. Je t'ai cherché, dit-il doucement. Pendant des années. Des enquêteurs privés, des logiciels de reconnaissance faciale, le personnel de l'hôtel avec ta description. La confession resta en suspens entre eux, modifiant le paysage émotionnel. Amara s'affaissa dans un fauteuil en cuir, momentanément désarmé. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, il se tourna, une honnêteté brute remplaçant son efficacité professionnelle, cette nuit-là a été la seule chose réelle dans ma vie depuis des années. Avant qu'Amara ne puisse répondre, Bennett apparut à la porte. Monsieur, les avocats de Monsieur Dubois exigent une réponse immédiate. Ils ont suggéré une conférence de presse avec les deux familles demain matin. L'expression de Victor se durcit. Pas question. Dites-leur que nous procéderons comme convenu. Après le départ de Bennett, Amara posa la question inévitable. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous établissons la reconnaissance légale de ma paternité. Je créerai des fonds en fiducie pour l'éducation de Lila, ses soins de santé. Arrête. Amara se leva, le feu dans les yeux. Je ne cherche pas d'avantages financiers. Ce n'est pas une négociation. Il ne s'agit pas de toi. S'emporta Victor. Il s'agit de fournir à ma fille tous les avantages possibles.
Ta fille s'est épanouie sans tes avantages pendant 7 ans, contesta Amara. Elle n'a pas besoin de ton argent. Elle a besoin d'un père qui la voit comme plus qu'une héritière à former, ou une crise de relations publiques à gérer. L'accusation fit mouche. L'expression de Victor passa du calcul d'entreprise à quelque chose de brut. Tu ne sais pas quel genre de père je serai, dit-il, la voix dangereusement calme. Tu ne m'as jamais donné la chance de le découvrir. Un petit gémissement depuis l'embrasure de la porte les figea tous les deux. Lila se tenait dans son pyjama d'emprunt, les larmes montant à des yeux identiques à ceux de son père. Vous vous disputez à cause de moi. Sa petite voix trancha leur colère plus efficacement que n'importe quel argument. Amara se dirigea immédiatement vers sa fille, s'agenouillant à sa hauteur. Non, bébé. Nous avons juste une discussion de grands sur des choses compliquées. On rentre à la maison demain, demanda Lila, ses yeux incertains passant de sa mère à l'étranger qui était soudainement son père. Avant qu'Amara ne puisse répondre, Victor s'agenouilla à leur côté, maintenant une distance prudente tout en croisant le regard de sa fille. C'est compliqué pour nous tous, dit-il avec une douceur inattendue. Mais j'aimerais que toi et ta mère restiez un peu pour que nous puissions apprendre à nous connaître. Est-ce que ce serait d'accord pour toi? La simple question, demandant plutôt qu'ordonnant, changea quelque chose dans l'atmosphère de la pièce. Pour la première fois, Victor interagissait avec Lila comme une personne ayant son mot à dire plutôt qu'un bien à réclamer. Lila l'étudia avec l'évaluation sans filtre que seuls les enfants peuvent avoir. Est-ce que tu sais faire des pancakes aux pépites de chocolat? Un sourire effleura les lèvres de Victor, authentique, sans défense. Non, mais je suis un excellent élève quand je suis bien motivé. La tension diminua d'un cran alors que Lila acceptait cette réponse d'un signe de tête solennel avant de laisser Amara la ramener au lit. Quand Amara revint, Victor avait versé 2 verres de whisky, en offrant un comme une offre de paix hésitante. 72 heures, dit Amara, acceptant le verre sans boire. Nous resterons 3 jours pendant que nous trouverons un arrangement raisonnable. Mais nous le ferons à ma façon, au rythme de Lila, avec ses besoins en priorité. Victor hocha la tête, reconnaissant à la fois la concession et la limite qu'elle représentait. D'accord. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, un cessez-le-feu fragile avait été établi, pas la paix, pas encore la compréhension, mais la reconnaissance que le champ de bataille devait changer pour le bien de leur fille. Chapitre 7. Une trêve fragile. Le premier mois de coparentalité se déroula comme une fusion d'entreprises, structurée, tendue et régie par des règles tacites. Victor convertit un étage entier de son immeuble en un havre pour Amara et Lila, assez proche pour la commodité, assez séparé pour les limites. L'appartement, bien que techniquement une résidence d'invités, avait été transformé du jour au lendemain avec une précision d'expert. La chambre de Lila comportait des constellations au plafond qui correspondaient exactement à celles visibles depuis sa fenêtre à Astoria, tandis que la cuisine contenait la même marque de cafetière qu'Amara utilisait chaque matin. Ses uniformes scolaires vont dans ce tiroir, expliqua Amara lors du premier passage de relais, clinique dans sa précision. Elle a besoin de sa pieuvre en peluche pour dormir, et elle ne mange rien de vert sauf les petits pois. Et son emploi du temps scolaire? Victor prit des notes dans un carnet relié en cuir, son attention absolue. Y a-t-il des cours particuliers que je devrais maintenir? Elle a maths avancées le mardi et écriture créative le jeudi. Amara hésita, puis ajouta, elle demande des cours d'architecture depuis un certain temps. Ça, elle le tient de vous. Victor absorba ces détails avec la même intensité qu'il mettait dans des acquisitions de plusieurs milliards de dollars. À l'insu d'Amara, il engagea 3 experts en développement de l'enfant, lut des livres sur l'éducation pendant des appels nocturnes avec des investisseurs de Tokyo, et aborda la paternité comme une compétence à maîtriser. Son adjointe de direction se retrouva à chercher les meilleurs musées pour enfants de Manhattan au lieu de planifier des réunions du conseil d'administration. Ce à quoi ni Amara ni Victor ne s'attendaient, ce fut l'acceptation simple de Lila. Elle naviguait entre les mondes avec une adaptabilité qui les humilia tous les deux, troquant sa petite chambre contre une salle de jeu sur mesure, acceptant chauffeur et gouvernante avec le même enthousiasme qu'elle témoignait à l'épicier du coin qui lui glissait des bonbons gratuits depuis des années. M. Bennett m'a montré comment fonctionnent les caméras de sécurité, informa Lila à Amara durant leur 3e semaine d'arrangement, parlant du chef de la sécurité de Victor comme s'ils étaient de vieux amis. Il dit que j'ai un bon sens de l'observation. Amara se retrouva à naviguer des émotions inattendues, le soulagement de voir Lila s'adapter, la culpabilité que sa fille semble s'épanouir dans ce nouvel environnement,
et une jalousie troublante lorsque Lila revenait de chez Victor avec des récits d'aventures qu'Amara ne pouvait lui offrir. Papa m'a emmené à l'observatoire en haut de l'Empire State Building après la fermeture au public, raconta Lila, les yeux écarquillés d'émerveillement. L'astronome m'a laissé utiliser le télescope spécial pour voir les lunes de Jupiter. C'est merveilleux, ma chérie, parvint à dire Amara, se demandant en silence comment rivaliser avec un accès privé à un observatoire tout en maintenant ses principes sur la richesse et les privilèges. Le vrai changement survint lors du premier week-end de Victor seul avec Lila. Amara s'était préparée à l'anxiété, avait même demandé à Bennett de lui envoyer des nouvelles discrètes. Au lieu de cela, Bennett n'envoya qu'un seul texto, Monsieur Langston a annulé la réunion de Dubaï. Construit actuellement un fort dans la salle à manger. Quand Amara arriva le dimanche soir pour la récupérer, l'appartement terrasse ressemblait à une zone de guerre de luxe. Des draps en coton égyptien drapés sur des chaises de salle à manger en acajou, des plaids en cachemire servant de mur de fort, des coupes à dessert en cristal réutilisées comme coffre au trésor pour la chasse au trésor que Victor avait apparemment conçue, s'étendant sur les 3 étages de sa résidence. Elle les trouva endormis au milieu des ruines, des rapports financiers servant d'oreillers improvisés, la main de Lila blottie avec confiance dans celle de son père. Un instant, Amara s'autorisa à observer sans jugement, le redoutable titan des affaires transformé en un père avec une trace de feutre sur le poignet de son costume italien et une expression paisible qu'elle n'avait entrevue qu'une seule fois auparavant, dans les moments calmes après qu'ils eurent fait l'amour 7 ans plus tôt. Elle m'épuise, admit Victor plus tard. Après que Lila eut été transportée dans son lit sans se réveiller, il passa une main dans ses cheveux en désordre qui aurait horrifié les membres de son conseil d'administration. J'ai négocié des fusions en 48 heures avec moins de fatigue mentale. Bienvenue dans le monde des parents, répondit Amara, étonnamment à l'aise dans le domaine où elle possédait une expertise qui lui manquait. Tu t'en sors bien, cependant. Elle est heureuse avec toi. Cette reconnaissance lui coûta de la formuler, et Victor perçut la concession. Il étudia les schémas d'architecture que Lila avait créés, des structures d'une complexité surprenante avec des calculs de portance dans les marges. Elle a ton esprit d'analyse, dit-il, indiquant les notations mathématiques qui venaient sans aucun doute de l'influence d'Amara, mais son cœur, cette capacité à la joie malgré sa compréhension de la complexité du monde, ça, c'est tout toi. Le compliment prit Amara au dépourvu, révélant le territoire dangereux sous leur arrangement prudent. Leur corps se souvenait de ce que leurs esprits tentaient d'oublier, un magnétisme que ni le temps ni les circonstances n'avaient diminué. Nous devrions établir un emploi du temps régulier, dit-elle rapidement, se réfugiant dans les questions pratiques. Son école a besoin de constance. Victor acquiesça, lui permettant cette retraite. Mon assistante coordonnera avec toi. Il hésita, inhabituellement incertain. Et Amara, merci de m'avoir permis de la connaître. Tu aurais pu quitter New York quand tu m'as vu à la piscine. La sincérité dans sa voix, dénuée de toute manipulation ou stratégie d'entreprise, la désarma plus efficacement que ses milliards n'auraient jamais pu le faire. Cette émergence progressive de Victor, l'homme derrière Victor l'Empire, menaçait chaque frontière qu'Amara avait soigneusement construite. Alors que mai se transformait en juin, leur trêve évolua d'une tolérance tendue à quelque chose qui ressemblait à un partenariat. Victor assista à la fête de la science de l'école de Lila, se tenant maladroitement parmi les autres parents qui prétendaient ne pas reconnaître le milliardaire parmi eux. Amara accepta son invitation à utiliser la loge d'entreprise à la symphonie lorsque la classe de musique de Lila s'y produisit. Ils créèrent un calendrier numérique partagé, échangèrent des nouvelles sur le développement de Lila, et évitèrent soigneusement toute conversation qui pourrait perturber leur fragile équilibre. Mais sous les arrangements structurés et les échanges polis, des courants se déplaçaient, invisibles mais puissants. Amara se surprit à remarquer des choses qu'elle avait essayé d'oublier, la manière précise dont les mains de Victor bougeaient lorsqu'il expliquait des idées complexes, la nature rare mais transformatrice de son sourire sincère, l'attention concentrée qu'il accordait à quiconque parlait, qu'il soit milliardaire ou portier. Victor, de son côté, se découvrit à s'attarder lors des échanges, arrivant en avance pour la récupérer, suggérant des discussions autour d'un café sur les progrès de Lila qui évoluaient d'une manière ou d'une autre en conversation sur la théorie économique ou le design architectural. Il se surprit à prendre des notes mentales sur des choses qui intéresseraient Amara, et non plus seulement leur fille. La trêve précaire avait créé un no man's land entre leurs vies séparées, un espace où leur amour commun pour Lila permettait à autre chose de prendre racine tranquillement, ni reconnu ni nié, aussi fragile et persistant que la première pousse après un incendie de forêt. Chapitre 8, Alliance stratégique 3 semaines après le début de leur fragile arrangement de coparentalité,
Victor se retrouva à défendre une décision sans précédent devant son conseil d'administration. Pour la première fois dans l'histoire de Langston Hospitality, le rire d'un enfant avait résonné à l'étage de la direction. L'école de Lila avait fermé de manière inattendue, et plutôt que d'annuler ses obligations, Victor avait emmené sa fille au travail. « Messieurs, j'apprécie vos préoccupations », s'adressa Victor aux 12 visages sévères autour de la table en acajou, mais je vous assure que la présence de Lila n'a compromis aucune discussion sensible. Mon assistante lui a créé un espace de travail approprié dans mon bureau privé. Edward Grayson, le membre le plus âgé du conseil, dont la famille avait investi dans le premier hôtel Langston 6 décennies plus tôt, se racla la gorge d'un air désapprobateur. Victor, bien que nous comprenions tous votre enthousiasme pour votre paternité nouvelle, cette entreprise a des protocoles. Les enfants, en particulier ceux avec des histoires publiques compliquées, créent des variables imprévisibles. L'insinuation que Lila représentait une complication en termes de relations publiques plutôt qu'une personne provoqua une vague de protectionnisme inattendu chez Victor. Cette semaine plus tôt, il aurait pu être d'accord avec l'évaluation de Grayson. Maintenant, ayant fait l'expérience de l'esprit analytique et de la joie sans entrave de Lila, il se trouvait de plus en plus intolérant à l'idée de la réduire à un passif d'entreprise. « Ma fille », insista-t-il délibérément sur la relation, a un nom, Monsieur Grayson. Et sa présence aujourd'hui a démontré exactement les valeurs familiales que cette entreprise prétend défendre dans sa déclaration de mission. Maintenant, pouvons-nous passer aux chiffres de l'expansion de Dubaï? La réunion se termina dans une formalité tendue, les membres du conseil sortant avec des regards de côté et des préoccupations chuchotées. Victor resta à la table, examinant des documents jusqu'à ce que la salle se vide. Ce n'est qu'alors qu'il permit à ses épaules de se détendre de leur posture parfaite. L'ascenseur privé annonça une arrivée avec un carillon discret. S'attendant à voir Bennett avec les protocoles de sécurité pour le week-end, Victor fut surpris lorsque les portes s'ouvrirent pour révéler Amara, son expression tendue, sérieuse, urgente, captant immédiatement toute son attention. « Les Dubois ont lancé une OPA hostile ce matin », déclara-t-elle sans préambule, entrant dans la salle de réunion. Elle portait une simple robe bleu marine plutôt que les tenues de créateur que ses associés habituels affectionnaient, mais se déplaçait avec une autorité qui n'avait besoin d'aucune griffe pour être validée. Claire prétend que votre crise personnelle démontre une instabilité de leadership. Leur offre est de 12% en dessous de la valeur du marché, délibérément sous-évaluée pour attirer les actionnaires préoccupés par vos. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, point changement de situation familiale. La mâchoire de Victor se crispa. Comment savez-vous cela? Le dépôt n'est pas encore public. J'ai encore des contacts en finance à Columbia. Elle lui tendit une tablette affichant des documents et des projections qui n'auraient pas dû être accessibles en dehors des salles de conseil fermées. Le professeur Ellison est toujours mon mentor. Il a appelé quand il a vu les documents préliminaires passer sur le bureau de son consultant. Un instant, Victor l'étudia elle plutôt que les documents accablants, cette femme qui continuait de le surprendre par ses capacités et ses relations. Puis il se concentra sur les projections. Son œil expérimenté comprit immédiatement les implications dévastatrices. Au-delà de la simple perte financière, le plan de restructuration des Dubois démantèlerait tout ce qu'il avait construit de significatif au-delà des marges de profit. 20 000 employés, dit-il doucement. Les programmes de développement communautaire dans 12 pays, les hôpitaux pour enfants et les fondations éducatives. Les Dubois dissoudraient tout cela immédiatement, le jargon d'entreprise pour vider tout ce qui n'a pas de rendement trimestriel immédiat, acquiesça Amara. Elle se dirigea vers le mur d'affichage où Victor projetait des modèles financiers, interagissant avec son système avec une familiarité inattendue. Le timing est stratégique. Votre conseil est traditionnel, conservateur. Ils sont mal à l'aise avec les complications personnelles, d'où le ciblage de votre situation familiale, conclut Victor, une pointe d'amertume dans la voix. Pas seulement ça. Amara manipula l'affichage, mettant en évidence les schémas de vote des principaux actionnaires. Votre conseil valorise l'héritage familial, les structures traditionnelles. Les Dubois représentent un leadership de 4e génération, présentant une stabilité face à ce qu'ils qualifient de vos choix personnels impulsifs et de votre style de gestion imprévisible. Victor se plaça à côté d'elle, assez près pour que le parfum subtil de son parfum, quelque chose avec des notes de vanille et d'ambre, déclenche un souvenir viscéral. Il positionne Lila comme un passif parce qu'ils ne comprennent pas quelle pourrait être votre plus grande force, répondit Amara. Surprenant.
Votre conseil a besoin de voir que l'existence de Lila renforce plutôt qu'elle ne menace l'avenir de l'entreprise. Ce cadrage stratégique, ni sentimental ni exploiteur, rappela à Victor pourquoi il avait été incapable d'oublier cette femme. Au-delà de son attrait physique, son esprit égalait le sien en termes de perspicacité et de limites éthiques. « Travaillez avec moi », dit-il soudainement. La proposition se formant au fur et à mesure qu'il parlait. Pas seulement la coparentalité. Votre formation en économie, votre vision stratégique. Nous serions redoutables ensemble contre les Dubois. Le sourcil d'Amara se haussa, sceptique. Vous m'offrez un emploi? Je vous offre un partenariat. Il hésita, choisissant ses mots avec un soin inhabituel. Votre analyse d'aujourd'hui a démontré ce que je soupçonnais depuis cette première nuit. Vous voyez des schémas que les autres manquent, y compris moi. Nous abordons les problèmes sous des angles complémentaires. Et Lila aura des parents qui se respectent assez pour collaborer professionnellement aussi bien que personnellement. Il nota son hésitation et ajouta, de plus, vous auriez les ressources pour lancer cette fondation d'éducation financière que vous avez mentionnée, celle qui cible les communautés mal desservies. Amara reconnut l'offre pour ce qu'elle était, non pas une ouverture romantique, mais quelque chose de tout aussi intime. Un partenariat basé sur le respect mutuel et un objectif commun. Plus dangereux que la passion, peut-être, car il reconnaissait une connexion au-delà de l'attirance physique ou de leur enfant commun. Je ne serai pas un accessoire d'entreprise, déclara-t-elle fermement. Pas de photos de famille mise en scène ou d'interviews scénarisées sur notre famille moderne unique. D'accord. La vérité est assez convaincante sans embellissement. Une contribution égale sur toutes les décisions stratégiques concernant la situation. Partenaires égaux, confirma Théil, tendant la main pour sceller l'accord. Lorsque leurs doigts se rencontrèrent, le contact déclencha une conscience qu'aucun ne pouvait entièrement réprimer. Ils maintinrent la poignée de main un instant de plus que ne l'exigeait le protocole des affaires, reconnaissant tous deux qu'ils avaient franchi une frontière invisible, passant d'adversaire à allié, d'une trêve fragile à une alliance délibérée. « Je dois vous avertir », dit Amara en rassemblant ses affaires. « Je n'ai pas de vêtements appropriés pour le monde de l'entreprise. Le service en salle ne nécessite pas d'Armani. » Pour la première fois depuis leur retrouvaille, Victor sourit. Pas l'expression calculée qu'il déployait dans les négociations, mais quelque chose de sincère qui transforma ses traits. « Je connais un excellent tailleur qui peut résoudre ce problème particulier d'ici demain. » Bien sûr que vous en connaissez un. Son sourire en réponse portait une chaleur inattendue alors qu'ils quittaient ensemble la salle de réunion, Bennett attendant discrètement pour les escorter. Aucun des deux ne comprenait pleinement comment cette alliance stratégique modifierait finalement l'architecture de leur vie séparée, créant quelque chose qu'aucun n'avait conçu, mais que tous deux finiraient par reconnaître comme un foyer. Chapitre 9 en coulisses, les Dubois n'avaient pas anticipé Amarania. Leur stratège d'entreprise s'était préparé à l'équipe juridique de Victor, aux manœuvres défensives de son conseil, et même à d'éventuelles campagnes de relations publiques. Ce qui les prit totalement au dépourvu, ce fut le génie économique qui avait autrefois sauvé Victor d'une Ferrari en feu et qui orchestrait maintenant des stratégies financières démantelant systématiquement leurs tentatives de rachat. Les projections d'investissement communautaire de Mademoiselle Nia révèlent des sources de revenus négligées, informa le représentant de JP Morgan à un conseil d'administration stupéfait, 3 semaines après le début de l'offensive des Dubois. Son modèle d'intégration du développement économique local avec l'hôtellerie de luxe démontre des rendements supérieurs de 32% par rapport au modèle traditionnel d'isolement du luxe. De l'autre côté de la table, Amara maintenait un sang-froid professionnel parfait. Rien dans son expression ne révélait la profonde satisfaction qu'elle ressentait à voir des cadres bancaires conservateurs valider des concepts qu'elle avait développés lors de sessions d'études nocturnes à Columbia des années auparavant. À côté d'elle, Victor observait avec une admiration croissante l'efficacité avec laquelle elle traduisait une théorie économique complexe en applications pratiques que son conseil pouvait apprécier. Leur alliance stratégique évolua avec une efficacité surprenante. Le génie économique d'Amara apporta de nouvelles perspectives aux méthodologies bien ancrées de Langston Hospitality, tandis que son point de vue extérieur identifiait des opportunités de marché que l'équipe de Victor avait négligées. Pendant ce temps, Victor naviguait dans le monde de Lila avec une confiance croissante. Sa silhouette imposante devenant une vue de plus en plus familière lors des événements scolaires, son efficacité d'entreprise réutilisée pour organiser le bénévolat en classe avec une précision militaire. Je n'aurais jamais cru que le petit déjeuner de la fête des pères se déroulerait à l'heure pour la première fois de l'histoire, fit remarquer Mademoiselle Lin, l'enseignante de Lila, à Amara lors de la sortie des classes.
Et le tableur que M. Langston a créé pour le jury de la Fête de la Science était remarquablement complet. La tentative agressive de rachat des Dubois vacilla face à leur front uni. Les investisseurs répondirent positivement au nouvel équilibre de Victor entre la cruauté des affaires et un engagement familial évident. Les articles qui remettaient initialement en question sa stabilité arboraient désormais des titres comme « La renaissance de Langston »,« Comment la paternité a humanisé le roi de glace de l'hôtellerie ». Le week-end de Mémorial day Levy se retirait dans le domaine de Victor dans les Hantons, un retrait stratégique pour planifier leur contre-offensive finale contre la position affaiblie des Dubois. La propriété en bord de mer, avec ses murs de verre et son architecture moderniste, offrait un territoire neutre pour la collaboration professionnelle et la coordination parentale. Le Conseil a approuvé à l'unanimité votre contre-stratégie, les informa Bennett, alors qu'ils examinaient des documents sur la terrasse surplombant l'Atlantique. Les Dubois ont retiré leur dernière offre. Nos sources indiquent qu'ils envisagent une retraite complète. Alors que Bennett partait avec les documents confidentiels, Amara et Victor partagèrent un sourire rare et sincère, complices dans la victoire. Au-delà de la terrasse, Lila barbotait dans la piscine à débordement sous l'œil vigilant d'un moniteur de natation, son rire portant sur les pelouses manucurées. Elle n'a pas peur de l'eau, observa Victor, une fierté paternelle évidente dans sa voix. Comme toi cette nuit-là. La référence à leur début flotta entre eux comme un courant électrique. Amara se surprit à étudier l'homme à côté d'elle, non plus seulement le milliardaire des couvertures de magazines, mais le père de Lila, qui organisait son emploi du temps autour des pièces de théâtre de l'école et passait ses dimanches matins à perfectionner l'art des pancakes avec une précision mathématique. Le week-end se déroula avec une facilité inattendue. Ils préparèrent le dîner ensemble dans la cuisine gastronomique, Victor révélant un talent culinaire caché développé lors d'ouvertures d'hôtels internationaux isolés. Plus tard, ils regardèrent le coucher de soleil depuis des chaises Adirondack, la conversation s'écoulant sans le calcul stratégique habituel qui caractérisait leurs interactions professionnelles. « Je n'ai jamais voulu de cette vie », admit Amara, désignant l'opulence du bord de mer qui les entourait. « J'ai grandi en voyant la richesse dévaster les communautés plutôt que de les construire. Mon quartier à Détroit a été systématiquement démantelé par les mêmes sociétés d'investissement qui finançaient des projets de luxe ailleurs. Et j'ai grandi avec tout, sauf une véritable connexion, répondit Victor, l'honnêteté les surprenant tous les deux. Mon père mesurait le succès en acquisition plutôt qu'en relation. La seule fois où il a exprimé de la fierté pour moi, c'est quand j'ai négocié mon premier achat d'hôtel à 19 ans. Ce regard sous leurs armures respectives, au-delà de la collaboration professionnelle et de la coopération parentale, changea quelque chose de fondamental entre eux. Cette nuit-là, après que Lila se fut endormie, épuisée par la baignade et la construction de châteaux de sable élaborés, ils partagèrent un cognac sur la terrasse éclairée par la lune. La conversation serpenta à travers la théorie économique, la philosophie architecturale et les souvenirs d'enfance, révélant des esprits complémentaires façonnés par des circonstances radicalement différentes. Lorsque la main de Victor frôla accidentellement la sienne en attrapant son verre, aucun des deux ne se retira. Le contact, bref et apparemment sans conséquence, établit néanmoins un pont à travers des frontières soigneusement maintenues. Le matin ramena les questions pratiques au premier plan. Pendant que Victor emmenait Lila à son cours de natation avec un entraîneur olympique qui lui devait une faveur, Amara profita de l'occasion pour préparer leur réunion de stratégie du lundi. En cherchant son téléphone égaré dans le bureau de Victor, elle fit accidentellement tomber un portefeuille de son bureau. Le classeur en cuir s'ouvrit, éparpillant des papiers sur le sol en chevron. Alors qu'elle rassemblait les documents, une terminologie juridique attira son attention, des phrases comme « paramètres d'évaluation de la garde » et « protocole d'évaluation parentale ». Reconnaissant le nom de Lila, la prudence instinctive d'Amara céda la place à l'inquiétude maternelle. Ce qu'elle découvrit en lisant plus loin la blessa plus profondément que toute trahison qu'elle aurait pu anticiper. Les documents contenaient des évaluations psychologiques complètes, des expertises de garde préparées par les avocats de la famille Langston, et des recommandations tactiques pour limiter systématiquement l'implication d'Amara si son milieu économique et ses influences culturelles s'avéraient incompatibles avec l'héritage Langston. Un passage se grava dans sa conscience, bien que la coopération initiale de Madame Nia s'avère avantageuse pour la stabilité de l'entreprise, des préparatifs doivent être faits pour transférer l'influence principale à Monsieur Langston une fois la situation du bois résolue. Sa présence continue représente des variables imprévisibles mieux gérées par des interactions limitées et structurées. L'évaluation clinique de sa valeur en tant que mère de Lila, réduite à un risque calculé et un avantage stratégique, brisa la confiance qu'elle avait prudemment accordée. Tous leurs progrès, le partenariat, la quasi-amitié,
se révélèrent être une manipulation élaborée avec une date d'expiration prédéterminée. Méthodiquement, Amara remit les papiers dans leur classeur et le replaça sur le bureau. Avec un calme exercé développé au fil des années à cacher le stress financier à Lila, elle fit leur bagage pendant que sa fille restait béatement inconsciente à son cours de natation. Quand Victor revint à la maison, Lila bavardant avec enthousiasme sur le fait de retenir sa respiration sous l'eau pendant 30 secondes, il trouva Amara dans le hall avec leur sac fait. Son expression était passée de la chaleur de la veille à une résolution glaciale. Alors que Lila obéissait à contre-cœur, la confusion évidente dans son expression, Victor étudia la posture rigide d'Amara avec une compréhension croissante. Son regard se déplaça momentanément vers son bureau, la prise de conscience se faisant jour. Amara, commença-t-il, seulement pour être interrompu par le ton précis et contrôlé qu'elle réservait habituellement aux clients de restaurants difficiles. Nous en discuterons quand nous serons seuls, dit-elle doucement, ses yeux transmettant ce que sa voix contrôlée dissimulait, non seulement de la colère, mais quelque chose de bien plus dévastateur, la confirmation de ses peurs les plus profondes quant à lui faire confiance, à sa place dans son monde, au pont impossible entre leurs réalités. Le matin ensoleillé des Hantons, si plein de possibilités quelques heures plus tôt, ressemblait maintenant au calme avant la tempête, la pression chutant, l'air chargé d'une destruction imminente. La fondation qu'ils avaient prudemment construite ensemble se révéla soudainement être bâtie sur du sable mouvant plutôt que sur un sol solide. Chapitre 10, Mur de verre. La suite principale du domaine des Hantons était silencieuse, à l'exception du rangement rythmé de la valise d'Amara, chaque article plié avec des mouvements précis et contrôlés qui masquaient le tremblement de ses mains. Dehors, un tonnerre lointain annonçait l'approche du système orageux qui menaçait tout le week-end, la ponctuation dramatique de la nature à l'effondrement de leur paix fragile. Lila dormait profondément dans la chambre adjacente, ignorant que le week-end en famille que ses parents avaient promis leur premier long séjour ensemble en dehors de Manhattan se terminait prématurément. Les documents de garde qu'Amara avait découverts dans le bureau de Victor étaient éparpillés sur le leaking size, leur terminologie juridique clinique mais dévastatrice, évaluation psychologique pour déterminer l'influence éducative maternelle, plan d'urgence pour neutraliser l'exposition culturelle désavantageuse, et, le plus accablant, stratégie pour la transition de la garde principale tout en maintenant une perception publique positive. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Victor se tenait dans l'encadrement, toujours vêtu de la chemise en lin et du pantalon décontracté qu'il portait pour leur après-midi à la plage, les documents qu'il serrait dans sa main correspondant à ceux sur le lit. Clairement, il avait découvert sa découverte. « Tu ne veux même pas entendre mon explication ?» Sa voix ne portait aucune de l'autorité d'entreprise qui commandait les salles de conseil et intimidait les concurrents. Au lieu de cela, une crudité émergea, quelque chose de proche de la supplication de la part d'un homme qui n'avait jamais rien demandé. Qui a-t-il à expliquer? Amara continua de faire sa valise, incapable de croiser son regard. Ton équipe juridique a fourni une évaluation complète sur la manière de minimiser mon influence tout en maintenant l'image parfaite de la famille d'entreprise. Un chemisier fut plié avec une force particulière. Très efficace. Si je voulais de l'efficacité, je me serais contenté de Claire. Sa réponse brisa son calme exercé. J'aurais accepté la recommandation de mon conseil de négocier un arrangement traditionnel, un soutien financier en échange de visites supervisées. Cela stoppa ses mouvements. Alors pourquoi ça? Elle désigna les papiers accablants avec leurs évaluations psychologiques et leurs recommandations de garde. Parce que mes avocats fonctionnent en pilote automatique, protégeant les intérêts des Langston comme ils le font depuis 3 générations. Victor se dirigea vers la cheminée qui dominait un mur de la suite, jetant les documents aux flammes page par page. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que vous et Lila êtes mes intérêts maintenant. Les papiers se recroquevillèrent et noircirent, les protocoles de protection de l'héritage de sa famille se transformant en cendres. Amara regarda, peu convaincue malgré le geste dramatique. Je les ai renvoyés ce soir. Il se tourna pour lui faire face, dépouillé de l'armure d'entreprise qu'elle avait pris l'habitude de lui voir porter. 9 avocats avec un siècle combiné de loyauté envers ma famille, partis parce qu'ils ont présumé dicter les termes de l'avenir de ma fille. Le geste dramatique aurait dû paraître théâtral, mais la colère sincère qui assombrissait ses traits suggérait une rage authentique plutôt qu'une mise en scène calculée. Pourtant, les défenses d'Amara restaient fermement en place, trop d'espoir s'étant dissous au cours des 7 années de la vie de Lila pour une confiance facile. Joli discours. Ce n'est pas un discours. Il se déplaça vers les baies vitrées de la chambre, surplombant l'Atlantique. La pluie avait commencé à tomber,
des gouttelettes traçant des motifs sur un verre conçu pour résister à la force d'un ouragan tout en maintenant une transparence parfaite. Tu sais pourquoi j'ai construit mes hôtels avec des murs de verre, pourquoi chaque propriété Langston présente la transparence structurelle comme sa signature architecturale? La question semblait rhétorique, mais sa pose exigeait une réponse. Préférence esthétique, suggéra-t-elle, minimisant délibérément ce qui était clairement un choix profondément personnel. Grandir dans la vieille fortune signifiait suffoquer derrière des façades, des apparences parfaites dissimulant des réalités vides. Sa paume se pressa contre la vitre alors qu'un éclair illuminait le littoral. Mon père maintenait une réputation publique impeccable tout en détruisant ma mère par 1000 cruautés privées que personne ne voyait, car les murs protégeaient l'image de la famille avant tout. La confession, inattendue et inhabituellement vulnérable, pénétra les défenses d'Amara plus efficacement que des arguments logiques ou des contre-offres juridiques n'auraient pu le faire. Cet aperçu des fondements de son caractère correspondait aux observations qu'elle avait faites en travaillant à ses côtés ces dernières semaines, son insistance sur la transparence éthique dans les affaires, son refus de manipuler le récit public autour de la découverte de Lila. Le verre dans les propriétés Langston n'est pas seulement une préférence architecturale, continua-t-il, la voix plus basse maintenant. C'est un rejet. Un rejet de tout ce que j'ai vu détruire ma mère. Le poids étouffant des apparences, l'isolement de la perfection, la complicité silencieuse du luxe. Un autre éclair illumina son profil, la tension dans sa mâchoire, la vulnérabilité inhabituelle de sa posture. J'ai passé ma vie à créer des espaces transparents, continua-t-il, tout en gardant tout le monde à une distance de sécurité. La contradiction fonctionnait jusqu'à ce que tu entres en collision avec ma vie. 2 fois maintenant, brisant tout ce que je pensais vouloir. Amara resta silencieuse, comprenant que ce n'était pas de la manipulation mais une confession, quelque chose que Victor Langston, maître des salles de conseil et des négociations à plusieurs milliards de dollars, offrait probablement rarement. Quand je regarde Lila, dit-il doucement, je vois quelqu'un d'incapable de façade. Ses émotions, la joie, la curiosité, même la colère sont transparentes, honnêtes. Elle n'a pas appris ça de moi. Les enfants sont naturellement authentiques, contra Amara, bien que sa voix ait perdu son tranchant défensif. Pas tous les enfants. Je ne l'étais pas. Son aveu portait le poids d'une vieille douleur. À son âge, j'avais déjà appris à moduler chaque réponse, à calculer l'avantage dans chaque interaction. L'héritier parfait de mon père. Dehors, la tempête s'intensifia, le vent chassant la pluie contre le verre. Conçu pour révéler tout en protégeant, une métaphore pertinente pour l'homme lui-même, réalisa Amara avec une clarté soudaine. Ces documents, désigna-t-il les braises mourantes dans la cheminée, représentent tout ce contre quoi je me bats, pas ce que je veux. Ils sont le réflexe institutionnel de la vieille fortune, le contrôle, l'apparence, l'héritage. Le contraire de ce que je veux pour Lila. La pluie s'abattit plus fort contre les fenêtres alors que Victor se détournait du verre pour lui faire face directement, la vulnérabilité remplaçant son commandement habituel. Je ne sais pas comment être le père que Lila mérite ou l'homme en qui tu pourrais avoir confiance. Mes seuls exemples étaient des leçons sur ce qu'il fallait éviter, pas des modèles à suivre. Son honnêteté, sans phare et clairement douloureuse, créa un contrepoint au discours préparé qu'elle attendait. Le simple aveu d'incertitude la désarma là où les grands gestes ne le pouvaient pas. Je veux apprendre, conclut-il simplement, mais je ne peux pas le faire si tu disparais à nouveau. Pour la première fois, Amara entrevit non pas le milliardaire ou même le père, mais simplement Victor, un homme autant façonné par ses privilèges qu'elle l'était par leur absence, également terrifié d'échouer dans ce qui compte le plus. Le tonnerre secoua les fondations de la maison alors qu'elle pesait sa réponse contre son instinct, la protection contre la possibilité. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, une petite silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Lila, en pyjama pingouin, serrant son dauphin en peluche. « Est-ce que l'orage va casser la maison ?» demanda-t-elle, sa voix petite d'inquiétude. Le changement parental fut immédiat chez les 2 adultes. Victor se dirigea vers sa fille, s'accroupissant à sa hauteur avec une aisance naturelle qui aurait semblé impossible des semaines auparavant. « L'orage ne peut pas faire de mal à cette maison », l'assura-t-il. « Je l'ai conçue moi-même avec des matériaux spéciaux qui plient avec le vent au lieu de casser. Comme quand tu m'as dit d'être souple quand je nage à contre-courant ?» clarifia Lila, reliant sa leçon d'ingénierie à leur baignade du matin avec une perspicacité précoce. Exactement comme ça. Son sourire sincère transforma des traits durcis par des années de calcul d'entreprise. Tu veux regarder l'orage depuis l'observatoire ?
On peut voir les éclairs sur tout l'océan de là-haut. Les yeux de Lila s'écarquillèrent d'excitation, la peur oubliée. On peut faire du chocolat chaud aussi, avec un supplément de guimauve? Il confirma, la soulevant dans des bras qui s'étaient habitués à ce geste. Il s'arrêta sur le seuil, croisant le regard d'Amara par-dessus les boucles sombres de leur fille. Tu te joins à nous? La question portait un poids au-delà de l'invitation immédiate, une offrande de confiance hésitante, une demande de suspendre son jugement assez longtemps pour voir une possibilité. Les documents de garde se consumaient encore dans la cheminée, mais les barrières qu'Amara avait construites pour se protéger de l'espoir aussi. 5 minutes, dit-elle finalement. Je vous rejoins dans la cuisine. Alors que père et fille disparaissaient dans le couloir, Lila expliquant déjà les principes scientifiques de la foudre avec une terminologie glanée lors de sa récente visite au musée des sciences, Amara se retourna vers sa valise à moitié faite. Les vêtements soigneusement pliés représentaient la certitude et le contrôle, le schéma familier de l'autosuffisance qui l'avait servi pendant des années de maternité célibataire. Pourtant, quelque chose dans l'aveu sans défense de Victor, sa reconnaissance de ne pas savoir comment naviguer sur ce terrain, résonna avec ses propres incertitudes soigneusement cachées. Les documents de garde avaient déclenché ses peurs les plus profondes, mais sa réponse avait révélé une vulnérabilité correspondante plutôt qu'une manipulation calculée. Peut-être que la vraie transparence exigeait un risque mutuel, le courage de rester présent lorsque l'instinct exigeait la retraite. Pas une confiance aveugle, mais une présence prudente, les yeux grands ouverts. Un éclair illumina la pièce une fois de plus alors qu'Amara prenait sa décision, fermant la valise sans finir de la faire. Certains départs pouvaient attendre le matin, jusqu'à ce que les preuves puissent être évaluées à la lumière du jour plutôt que dans l'obscurité émotionnelle. Elle se surprit à s'arrêter devant la commode, où se trouvait une photographie, une prise par Bennett lors de la pièce de théâtre de l'école de Lila le mois dernier. Dans celle-ci, Victor regardait leur fille avec une expression qu'Amara reconnaissait dans son propre reflet chaque fois que Lila accomplissait quelque chose de remarquable, la fierté mêlée d'admiration d'avoir, d'une manière ou d'une autre, contribué à créer cette personne extraordinaire. Amara plaça le pull préféré de Lila près de la porte, une assurance contre le froid de l'observatoire, et se dirigea vers la cuisine, où le rire de sa fille se mêlait à des tons plus graves. L'orage à l'extérieur s'intensifia, mais à l'intérieur de murs de verre conçus pour la transparence et la force, 3 personnes naviguaient sur le territoire incertain entre des passés séparés et des futurs possibles. Chapitre 11, risque calculé. La photographie dominait les sites d'information financière du monde entier. Amara entrant dans la tour Langston. La main de Lila serrée dans la sienne. Le titre en dessous hurlait, la famille secrète de Langston, le complot de 7 ans d'une chercheuse d'or exposée. Cela confirmait l'attaque finale et désespérée de Claire Dubois. 3 cycles de nouvelles brutales de diffamation suivirent. Les tabloïds disséquèrent la carrière de serveuse d'Amara comme une proximité calculée avec la richesse, prétendant qu'elle avait délibérément travaillé dans un restaurant de luxe pour cibler des clients riches. Les analystes financiers remirent en question le jugement de Victor dans ses affaires personnelles et professionnelles. Les membres conservateurs du Conseil publièrent des déclarations soigneusement formulées exprimant leurs préoccupations quant à la stabilité du leadership en période d'incertitude. Lorsque les Dubois lancèrent leur offre d'OPA hostile révisée, stratégiquement synchronisée avec la frénésie, l'action de Langston Hospitality chuta de 12% en une seule séance de bourse, près d'$1 milliard de valeur boursière s'évaporant en quelques heures. La réunion d'urgence des actionnaires est prévue pour demain matin, les informa Bennett dans le bureau de Victor, son comportement professionnel intact malgré la crise. Nos sources indiquent que le père de M. Dubois a sécurisé assez de procurations pour potentiellement réussir. Plusieurs investisseurs institutionnels qui nous soutenaient auparavant ont changé de position. Victor étudia les projections du marché affichées sur plusieurs écrans, son expression ne révélant rien du tumulte sous son calme parfait. Option ? Les juristes recommandent un retrait stratégique vers les actifs de base, sacrifier l'expansion internationale pour préserver les actifs nationaux. Bennett hésita, inhabituellement mal à l'aise. Certains membres du Conseil ont suggéré de démontrer la stabilité par des arrangements plus traditionnels. L'implication pesait lourdement dans la pièce. Se distancier du scandale d'Amara et de Lila, publier une déclaration sur des arrangements temporaires, et mettre l'accent sur une paternité vérifiée créerait une séparation que les actionnaires trouveraient rassurante. Après le départ de Bennett pour mettre en œuvre les protocoles de sécurité pour la réunion du lendemain, Victor trouva Amara dans la chambre de Lila. Elle était assise à côté de leur fille endormie, lui caressant doucement les cheveux tout en observant la montée et la descente de sa poitrine, un rituel maternel inchangé, qu'il soit exécuté dans un appartement sans ascenseur à Astoria ou dans un penthouse de Central Park.
TON Empire est en train de brûler, dit-elle doucement sans lever les YEX, ayant senti sa présence dans l'embrasure de la porte, à cause de nous. Alors laisse-le brûler. La conviction dans sa voix les surprit tous les deux. J'ai passé 7 ans à construire des hôtels qui ne signifiaient rien sans vous Eli là-dedans. La déclaration simple, dépourvue de calcul ou de stratégie, fit finalement Amara se tourner pour lui faire face. Pour la première fois depuis la découverte des documents de garde dans le domaine des hantons, elle s'était autorisée à voir pleinement l'homme devant elle, plutôt que le titan de l'entreprise que ses instincts défensifs avaient réanimé. Ces documents que tu as trouvés, continua-t-il, maintenant une distance prudente, respectant les limites qu'elle avait rétablies, j'ai renvoyé toute l'équipe juridique qui les a créés. Pas pour la forme, pas temporairement. Définitivement. 9 avocats avec un total combiné de 57 ans de service à ma famille. Ça ne change rien à la réalité à laquelle nous sommes confrontés, répondit Amara, son esprit d'économiste calculant déjà les angles et les possibilités. Les Dubois exploitent l'incertitude du marché. Tes investisseurs ont peur de l'inconnu, moi. Tu ne es pas responsable de leurs préjugés. Mais je peux le neutraliser. La détermination se cristallisa dans son expression alors qu'elle se leva du chevet de Lila, prenant soin de ne pas réveiller leur fille. J'ai analysé tes initiatives d'investissement communautaire depuis que nous avons commencé à travailler ensemble. Il y a un modèle révolutionnaire là-dedans, une valeur inexploitée que tes actionnaires n'ont pas reconnue. Ils se déplacèrent vers le salon, où Amara sortit son ordinateur portable, ouvrant des fichiers qu'elle développait en privé depuis des semaines. Alors qu'elle exposait son concept, Victor reconnut des éléments des théories économiques dont elle avait passionnément discuté lors de leur première rencontre 7 ans auparavant, les marchés comme des communautés, plutôt que de simples mécanismes, le profit dérivé du renforcement des écosystèmes, plutôt que de l'extraction de valeur. Cela transformerait tout notre modèle opérationnel, observa-t-il, à la fois impressionné et préoccupé. Le conseil résistera. Laisse-moi le présenter, défia Amara. Pas comme la mère de ton enfant ou ta partenaire stratégique, mais comme une économiste avec un modèle viable qui protège leurs investissements tout en créant une croissance durable. C'est trop risqué. Les Dubois ont été déjà peintes comme une opportuniste. Entrer dans cette salle de conseil est exactement ce à quoi ils ne s'attendent pas. Ils ont calculé que je me cacherai de l'examen public, que tu te distancieras de moi pour sauver ton entreprise. Toute leur stratégie dépend de réponses conventionnelles à leur attaque non conventionnelle. Toute la nuit, ils peaufinèrent la présentation, exécutant des scénarios de probabilité et préparant des contre-arguments pour les membres sceptiques du conseil. Quand le matin vint, Amara se tint devant le placard de Victor, examinant la rangée de costumes impeccables avec un détachement analytique. Pas cela, dit-il, apparaissant dans l'embrasure de la porte. J'ai fait livrer quelque chose pour aujourd'hui. La housse à vêtements ne contenait pas une autre robe de créateur, tentant de la faire entrer dans son monde, mais un tailleur bleu marine qui honorait son identité professionnelle, structuré mais distinctement féminin, autoritaire sans imiter les symboles de pouvoir masculin. L'armure parfaite pour la bataille à venir. Contre les objections de Victor, ses instincts protecteurs en guerre avec la nécessité stratégique, Amara entra seule dans la réunion des actionnaires, dans le tailleur qui exprimait la confiance sans ostentation, ses références en économie de Columbia mises en évidence tant dans ses matériaux de présentation que dans sa maîtrise du sujet. Elle s'approcha du podium pendant que les membres du conseil chuchotaient derrière leurs mains. Messieurs, leur adressa-t-elle avec une confiance mesurée, avant de voter sur la proposition du Dubois, permettez-moi de présenter une vision alternative pour l'avenir de Langston Hospitality. Pendant 27 minutes, elle exposa un modèle économique révolutionnaire combinant le portefeuille de luxe de Langston Hospitality avec des initiatives de tourisme communautaire. Utilisant la précision mathématique et les données du marché, elle démontra comment le capitalisme éthique produisait des rendements supérieurs grâce à un investissement communautaire durable. Sa maîtrise des principes financiers fit taire même les sceptiques alors qu'elle démantelait méthodiquement la proposition de valeur des Dubois. Le choix qui s'offre à vous n'est pas entre la stabilité et le risque, conclut-elle, croisant le regard de chaque membre du conseil individuellement. C'est entre l'extraction à court terme et la croissance à long terme. Entre un modèle qui épuise les ressources et un qui les régénère. Entre l'hôtellerie d'hier et celle de demain. Quand les votes furent comptés 3 heures plus tard, après un interrogatoire et un débat intense, l'OPA des Dubois s'effondra sous le poids de la logique irréfutable d'Amara. L'action de Langston Hospitality clôtura en hausse de 8% à l'annonce du rejet de l'offre et du repositionnement stratégique innovant. Ce soir-là, observant les lumières de Manhattan depuis son penthouse, Victor se surprit à étudier Amara avec de nouveaux yeux.
Non seulement la femme qu'il avait sauvée ou lui avait donné Lila, mais un esprit formidable qu'il avait sous-estimé. Elle était assise, consultant les emails de félicitations de ses anciens professeurs, ignorant son examen. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu développais ce modèle depuis le début ?» demanda-t-il finalement. Elle leva les yeux, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Certaines choses ont besoin d'espace pour grandir, » répondit-elle simplement. Y compris les gens point et la distance qui les séparait, tant physique qu'émotionnelle, sembla soudain superflue. Les barrières érigées par l'incompréhension et l'autoprotection paraissaient arbitraires face à ce qu'ils avaient bâti et défendu ensemble. Lorsque ses doigts effleurèrent son poignet, le contact enflamma quelque chose qui dépassait le simple désir physique, la reconnaissance de forces complémentaires, de valeurs communes sous des expressions différentes, une compatibilité jusqu'alors occultée par les circonstances et les préjugés. Leur premier baiser en 7 ans ne portait aucune trace du désespoir ou de l'incertitude de leur première nuit. Au contraire, il contenait la reconnaissance de tout ce qu'ils étaient devenus séparément et de ce qu'ils pourraient devenir ensemble. Lorsqu'il la souleva dans ses bras pour la porter vers sa chambre, cela ne ressemblait pas à une capitulation, mais à un choix conscient, deux personnes se voyant enfin dans leur entièreté, choisissant de se lier les yeux ouverts plutôt que sous l'impulsion d'une tempête. Plus tard, alors que le clair de lune filtrait par les fenêtres donnant sur la ville qu'ils avaient tous deux conquise à leur manière, ils parlèrent des possibilités futures. Pas seulement pour Lila, pas seulement pour l'entreprise, mais pour eux-mêmes. Non pas avec la naïveté d'un nouvel amour, mais avec la sagesse durement acquise de ceux qui avaient vu le pire chez l'autre et avaient tout de même choisi de construire quelque chose de significatif ensemble. Nous devrions mettre à jour l'accord de coparentalité, murmura Amara contre son épaule, son pragmatisme d'économiste refaisant surface même dans les moments intimes. Victor rit doucement, la vibration résonnant sous sa joue. Toujours la stratège. Quel terme suggérerais-tu ? Sa réponse ne vint pas en mots, mais par un baiser qui parlait de partenariat au-delà des définitions légales, d'une connexion librement choisie plutôt que contractuellement établie. Dans ce choix, fait en pleine conscience des risques et des possibilités, ils trouvèrent quelque chose que ni la richesse ni l'indépendance seuls ne pouvaient offrir, le courage de bâtir quelque chose de durable à partir de la collision qui avait irrévocablement bouleversé leurs deux vies 7 ans auparavant. Chapitre 12. L'architecture d'un foyer. La lumière d'octobre dorait le jardin sur le toit du grand horizon, transformant le verre et l'acier en un cuivre chaud. Des fleurs d'automne bordaient une allée qui serpentait comme une rivière au lieu de suivre les lignes droites traditionnelles, un rejet délibéré des conventions qui reflétait à la fois l'esprit indépendant de la mariée et la philosophie architecturale du marié. Au bout du chemin se tenait Victor, méconnaissable pour ceux habitués à son attitude en salle de conseil, sa vulnérabilité visible dans chaque ligne de son corps, le masque de l'homme d'affaires complètement abandonné. Les invités réunis représentaient des mondes qui se croisaient rarement. Les anciens professeurs d'Amara de Columbia étaient assis à côté de princes saoudiens, les enseignants de Lila de l'école publique se mêlaient aux dirigeants d'hôtels, Mademoiselle Carter du centre communautaire était engagée dans une conversation animée avec le maire. Madame Kim, leur ancienne voisine qui avait gardé Lila tard le soir, occupait une place d'honneur au premier rang, rayonnant d'une fierté maternelle. Bennett, servant de témoin plutôt que de chef de la sécurité aujourd'hui, ajusta la boutonnière de Victor avec une nervosité inhabituelle. Les alliances sont en sécurité, monsieur, confirma-t-il, se raccrochant à la terminologie professionnelle pour masquer son émotion. Merci, Michael. Victor utilisa délibérément le prénom de l'homme, reconnaissant l'amitié qui s'était développée sous des années de service professionnel. Pour tout. Pas seulement aujourd'hui. Bennett hocha la tête, comprenant la référence à son rôle dans la recherche qui avait finalement mené à ce moment. Elle vous aurait retrouvé de toute façon, monsieur. Certaines forces sont inéluctables. Les conversations s'apaisèrent lorsque les musiciens à cordes entamèrent une nouvelle composition. Pas la marche nuptiale traditionnelle, mais une pièce originale qui incorporait des éléments de structure classique et d'improvisation jazz, commandée à un compositeur dont l'éducation avait été financée par des bourses de la Fondation Langston. Un souffle collectif fut retenu lorsque Lila apparut, portant un journal relié de cuir au lieu de pétales de fleurs. À 6 ans et demi, elle se tenait avec une assurance au-delà de son âge, sa robe verte choisie pour s'harmoniser avec ses yeux sur sa peau brune, une représentation visuelle parfaite de son héritage métissé. Ce sont toutes les histoires que maman m'a racontées sur mon papa avant que je le rencontre, annonça-t-elle aux invités avec une confiance claire, brandissant le journal embossé de motifs célestes. Et celle-ci, dit-elle en se tournant vers une section avec des onglets verts, sont toutes les aventures que nous avons vécues depuis.
Cette simple déclaration fit monter les larmes aux yeux de toute l'assemblée, résumé innocent d'un voyage complexe de la séparation à l'union, d'étranger à une famille. Puis Amara émergea, et la contenance soigneusement maintenue de Victor vacilla visiblement. Sa robe honorait son héritage africain tout en adoptant des lignes contemporaines, architecturales dans sa précision, fluides dans son mouvement. Comme la femme elle-même, elle jetait un pont entre les mondes, sans compromis. Elle ne portait pas de fleurs mais, à la place, une petite maquette architecturale, une réplique parfaite de la Ferrari qui s'était écrasée par une nuit de pluie 7 ans plus tôt, transformée en quelque chose de nouveau et de beau. Lorsqu'elle le rejoignit, elle posa la maquette sur un petit piédestal à côté d'eux. De la collision à la création, dit-elle simplement, des mots destinés à lui seul malgré les microphones. Leurs vœux troquèrent les promesses traditionnelles pour des vérités durement acquises, écrites ensemble tard dans la nuit après que Lila se soit endormie, chaque mot soigneusement choisi pour honorer leur parcours non conventionnel. Je bâtissais des tours de verre, commença Victor, la voix stable malgré l'émotion évidente dans ses yeux, croyant que la transparence était l'honnêteté. Tu m'as appris que la véritable honnêteté exige de laisser quelqu'un voir sous les fondations, jusqu'à la terre où tout commence. Je promets de rester transparent, non seulement dans ce que je montre au monde, mais dans ce que je partage avec toi, mes peurs, mes espoirs, mes incertitudes et ma croissance. La voix d'Amara porta à travers l'horizon quand elle répondit, je cherchais l'indépendance, croyant que cela signifiait n'avoir jamais besoin de personne. Toi et Lila, vous m'avez montré que choisir de se lier depuis une position de force crée quelque chose de plus grand que l'isolement ou la dépendance. Je promets de choisir notre connexion chaque jour, de construire à tes côtés plutôt que séparément, d'accepter le soutien sans sacrifier mon être. Leur promesse commune, prononcée à l'unisson, se concentra sur la petite personne debout à côté d'eux, nous promettons d'honorer le miracle qui nous a connectés, de créer des espaces où elle pourra se découvrir librement, de nous souvenir toujours que les structures les plus précieuses ne sont pas faites d'acier et de verre, mais de patience, de compréhension et d'amour inconditionnel. Alors que Victor glissait un anneau de platine à son doigt, pas un diamant, mais un fragment de météorite forgé dans une collision cosmique, il murmura des mots destinés à elle seule, d'étranger à une famille. Ma plus précieuse création. La réception se déroula sur plusieurs étages de l'hôtel, chacun représentant des chapitres de leur voyage, la piscine sur le toit où Lila avait reconnu son père, la salle de bal où Amara avait défendu l'entreprise, la bibliothèque où ils avaient commencé à travailler ensemble. Le chef exécutif Marcel avait abandonné le menu de mariage traditionnel pour un repas qui racontait leur histoire, une deep dish pizza de Chicago représentant le premier refuge d'Amara pendant sa grossesse, le gâteau à la noix de coco de la cuisinière d'enfance de Victor qu'il avait partagé avec Lila lors de leur premier week-end ensemble, et des plats de chaque ville qui avaient façonné leur parcours séparés l'un vers l'autre. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de Manhattan, ils s'éclipsèrent de la célébration, laissant Lila coordonner joyeusement une performance de danse avec ses amis de l'école sous l'œil vigilant de Madame Carter. Leur destination était la suite Pentouse où le destin les avait connectés pour la première fois, un espace que Victor avait conservé mais rarement visité pendant ses 7 années de recherche. L'espace avait été transformé. Ce n'était plus le luxe impersonnel d'il y a 7 ans, mais des détails soigneusement choisis. Des photographies de l'enfance de Lila qu'Amara avait gardées, des croquis d'ingénierie de la première rénovation d'hôtel de Victor, des éléments de leur vie séparés désormais entrelacés. La couverture pour observer les orages des hantons drapés sur une chaise. Le dauphin en peluche que Lila avait délaissé mais dont aucun parent ne pouvait se résoudre à se séparer. J'ai fait construire quelque chose pour toi, dit Victor, l'amenant à un accès au toit précédemment caché, une excitation évidente dans son attitude habituellement contrôlée. Quelque chose que je conçois depuis notre week-end dans les hantons. Amara le suivit, sa curiosité piquée par son enthousiasme enfantin, une facette de Victor que peu de gens avaient jamais vue. L'escalier débouchait sur le toit du Pentouse, un espace typiquement réservé au système mécanique et à l'accès pour la maintenance. Ce qui l'attendait lui coupa le souffle. Au-dessus du Pentouse se trouvait un sanctuaire privé, un observatoire de verre abritant une piscine qui semblait suspendue entre ciel et terre. Contrairement à la piscine sur le toit où Lila avait trouvé son père, cet espace intime était conçu pour deux, ses murs incurvés créant l'illusion de flotter parmi les lumières de Manhattan. Le plafond se rétractait, s'ouvrant sur les étoiles, tandis que le sol transparent comme celui de la piscine du Grand Horizon mais avec une signification architecturale plus profonde révélait un jardin grandissant 17 étages plus bas, illuminé par de douces lumières. L'eau, expliqua Victor, l'émotion rendant sa voix plus rauque que d'habitude, provient de lieux qui comptent pour nous. Il la guida vers différentes sections de la piscine, chacune subtilement distincte en température et en contenu minéral.
De Chicago, où tu as senti Lila bouger en toi pour la première fois. De Dubaï, où j'ai construit mon hôtel le plus acclamé tout en te cherchant. Des Hantons, où l'honnêteté a finalement brisé nos défenses. Ses doigts tracèrent la jonction où les eaux se mélangeaient. Parce que l'eau connecte tout. Comme Lila nous connecte. La prouesse d'ingénierie était remarquable, mais c'était l'architecture émotionnelle qui émut Amara, la prévenance derrière chaque élément, la signification symbolique infusée dans les choix structurels. Ce n'était pas le grand geste d'un milliardaire, mais la création personnelle d'un homme qui avait appris à communiquer à travers la construction. C'est parfait, murmura-t-elle, comprenant ce que cela représentait, non pas une possession, mais une invitation, non pas une démonstration, mais une révélation. Pas encore, répondit-il, enlevant sa veste et desserrant sa cravate. Il faut qu'il soit habité pour être complet. C'est vrai pour toutes les structures. Ce ne sont que des possibilités jusqu'à ce que des gens leur donnent vie. Lorsqu'ils entrèrent ensemble dans l'eau, elle encore dans sa robe de mariée, lui en pantalon de costume et chemise, cet abandon spontané des convenances représentait tout ce que leur relation était devenue, les attentes conventionnelles cédant à une connexion authentique, la perfection planifiée s'abandonnant à une immédiateté joyeuse. Leurs corps se rencontrèrent avec la reconnaissance de voyageurs retrouvant leur foyer après des odyssées séparées. Leur passion transcendait la simple réunion physique. C'était la reconnaissance de tout ce qu'ils étaient devenus, séparément et ensemble, un désir éclairé par la connaissance plutôt que par le simple mystère. Les mains de Victor, qui avait conçu des gratte-ciel et signé des contrats de plusieurs milliards de dollars, se déplaçaient avec une précision presque révérencieuse alors qu'elle retirait les couches de tissu maintenant alourdies par l'eau. « J'ai attendu 7 ans pour te connaître vraiment », murmura-t-il dans le creux de son cou. Son toucher était une exploration respectueuse plutôt qu'une possession. L'aveu portait une signification plus profonde maintenant que le simple désir physique, connaître incluait la compréhension de ses principes, le respect de son indépendance, l'honneur de sa force en tant que mère de Lila et en tant que son égal intellectuel. La réponse d'Amara fut à la fois abandon et revendication, acceptation et exigence à parts égales. La femme qui avait farouchement protégé son autonomie le serra maintenant plus près, reconnaissant que la véritable force incluait le courage de se connecter complètement. Leurs mouvements créaient des ondulations concentriques à la surface de l'eau, se propageant comme les conséquences de cette première nuit fatidique. Alors que le clair de lune les baignait, Amara guida ses mains vers le bas de son dos, montrant sans mots où la tension s'était toujours accumulée, où la vulnérabilité vivait sous la force. Cette leçon de géographie intime, le partage d'un terrain personnel, représentait une confiance plus profonde que l'intimité physique. En retour, Victor révéla ses propres vulnérabilités, la blessure à l'épaule jamais correctement soignée après l'accident, la tension qu'il portait dans la mâchoire après des années de réponses contrôlées. Plus tard, enveloppés dans des peignoirs au bord de la piscine, ils regardèrent la constellation de lumière de Manhattan. Les gouttelettes d'eau dans les cheveux d'Amara attrapaient la lumière des étoiles, créant une galaxie personnelle autour de son profil. Victor l'étudia avec un émerveillement silencieux, mémorisant le moment où tout ce qu'il avait construit trouvait enfin un sens. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, se tournant pour surprendre son expression contemplative. « Que toute ma vie, j'ai construit des espaces que d'autres habitent, » répondit-il avec une franchise inhabituelle. Des hôtels, des complexes, des sièges sociaux. Tous conçus pour impressionner plutôt que pour exprimer. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais construit un endroit où j'avais vraiment ma place. Les doigts d'Amara s'entrelacèrent avec les siens, l'eau s'accrochant encore à leurs deux alliances. Certains architectes oublient que les vrais refuges ne sont pas faits de murs ou même de toits. Il s'agit de créer un espace où l'on peut être soi-même. Vu, accepté, et mis au défi de grandir. Comme tu l'as fait pour Lila, dit-il. Comme nous le faisons l'un pour l'autre, corrigea-t-elle doucement. Ceci, dit-elle en désignant l'observatoire, la piscine, la vue, l'intimité qu'ils avaient créée, c'est aussi de l'architecture. La construction de quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu créer seul. En dessous d'eux, dans le Penthouse, Lila reviendrait bientôt avec Bennett pour dormir, entourée des artefacts de sa famille nouvellement unie, la pieuvre en peluche de sa petite enfance, un télescope que Victor lui avait offert, des livres des collections de ses deux parents maintenant fusionnés en une seule bibliothèque de possibilités. Au-dessus, deux personnes qui s'étaient heurtées par hasard faisaient des choix conscients pour rester connectés, les architectes d'une fondation bâtie non pas sur le fantasme, mais sur le courage de se voir complètement, défauts et forces confondus, et de choisir quand même de construire quelque chose de durable ensemble. Alors que les eaux de leur voyage séparés se mêlaient dans la piscine qui les suspendait entre ciel et terre,
leurs histoires distinctes fusionnèrent en un récit partagé. Un récit qu'aucun d'eux n'aurait pu écrire seul.